ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. RTL, première radio de France. Vous nous écoutez depuis le bout du monde? Les grosses têtes vous proposent de dialoguer avec elles. Si vous avez l'habitude d'écouter les grosses têtes au bout du monde, alors écrivez-moi. Je vous rappellerai et à la rentrée, nous bavarderons en direct. Inscrivez-vous sur rtl.fr, Rubrique Les auditeurs du bout du monde. pour participer aux grosses têtes en direct sur RTL. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, dans quelques instants, notre invité d'honneur sera quelqu'un que vous connaissez bien et qui est notre ami. C'est Jean Amadou qui a rédigé avec humour le mode d'emploi du peuple le plus spirituel de la Terre. Voici vos grosses têtes. Il exige qu'au plus fort de l'étreinte, ses ouvreuses continuent à l'appeler Monsieur le Directeur, Jacques Maillot. Sans les grosses têtes, on n'aurait jamais su que ses capacités étaient supérieures à sa contenance. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Araignée de l'amour, elle piège les mâles avec des toiles tissées en spaghetti. Macha Merrill. Douce en institutrice, féroce en maîtresse, Laurence Boccolini. Pour lui, laisser pour compte est une plus grosse injure que vendue. Pierre Bellemare. Il m'aura tout dit. On en prend plein. Profite on toujours en de prend sa plein la position. tête. C'est excellent. Profitez-en, Pierre. Fifi, profitez-en. Oh, j'extrapole à peine. À peine. Écoutez, le commerce de détail, il laisse des traces. Hein. Oui, mais indélébile. C'est un immense professionnel. Alors, du nouveau parmi les robots sexuels. Ah, là, j'aime bien. Alors, il s'agit finalement de... Vous vous souvenez du film de Spielberg avec Gigolo Joey? Oui, avec Vous vous Jude Law. souvenez Avec Jude Bon. Law. Je ne connais pas. Eh bien, à partir de ce postulat qui était artistique, la science a réussi à mettre au point des robots sexuels. Ah bah tant mieux. C'est-à-dire. Mais des faux hommes. Pas Bon, poupées ils ont gonflables. la forme d'humanoïdes, hein, parce qu'il faut quand même y croire un petit peu. Mais ils sont disponibles 24 heures sur 24, Ouais. 7 jours sur 7. Ils n'ont jamais la migraine. Pas de Viagra non plus. Pas Ah bah besoin non. de- Alors, c'est Pas- pour pas les femmes besoin. ou pour les hommes? Est-ce deux. que les deux modèles Les deux. existent? Mais je ne vous cache pas qu'on a surtout mis en fabrication des Bah oui. modèles pour hommes. Il existe même un Vincent McDoom. Parce que les femmes sont pourvues avec nous. On est quand même là pour un coup, si je puis dire. Ah hein. Bien sûr. Ah bon? Alors que l'homme ne trouve pas toujours Mais non. pointure à sa Oh non, taille. ça hein. devient dur. Ce sont des Surtout à la bonne humanoïdes. Attendez, laissez-moi vous renseigner. Oui, un peu. alors. Je ne voudrais pas que vous Oui, mais passiez c'est long. commande sans savoir D'accord. exactement ce qu'on va vous On ne livrer. va pas passer à Donnez-nous la côté de ce genre de référence. choses. Donc, la forme est celle des humanoïdes. D'accord. Oui, ça on a compris. Vous pouvez demander la carnation Bah, que vous souhaitez, ce qu'on veut. Oui. la chevelure. Bah, Oui, d'accord. Je veux un Bellemare aux yeux bleus, j'ai un Bellemare aux yeux Voilà. Bon. Sachez que ça sera fait de résine et de silicone de qualité chirurgicale. bleus. Oh là là là. Bon, alors ça va. résiste bien, ça. Ça bien. Qu'il y aura sur chaque sein des petits capteurs Oui. qui feront que si vous pincez le sein Il fait du ouille. robot, il émettra un cri de plaisir. Oh, comme c'est Ah, de charmant. plaisir. Ah, C'est oui. charmant. Et ça, alors, ça. le suprême raffinement, alors. et ça, Le suprême de volaille, quand on farcit la poule, allez-y. il fallait y penser, un dispositif de conversation
post-coïtal. Ah non. Ah, ça, c'est Ah ça. bon. Non, non, ça, Mais c'est insupportable. Est-ce qu'il y a des sujets Ah non, non, non. Alors, politiques, Britney Spears, tout ça? alors, vous préprogrammez, Ah, très parce bien, que d'accord. c'est ce que vous voulez entendre. qu'on Et il est dira. branché sur Internet. T'étais merveilleux, mon gros loup. Alors, Comme tu es belle, voilà, des trucs comme ça. vous pouvez vous contenter simplement de heureuse, mais bon, c'est un classique. Où est la salle de bain? Oui. Enfin, un truc Bon, comme Il ça. peut chanter aussi, Tu non fumes. Ou je t'appelle un taxi. Voilà. Ah oui, oui, ça se. Oui. Mais en fait, ça peut être beaucoup plus poétique. Oui. aller Bon, plus mais loin. alors, attendez, Bien sûr, du genre, tiens, je reprendrai bien des moules. plus techniquement, et du côté des humeurs, est-ce que tout ça, ça glisse Ah bien? ben, humeur égale, absolument C'est quoi? Parlez de la égale. lubrification, là. Lubrification. Oh, machin. Mais ça, c'est très important. Est-ce que c'est vendu C'est vendu avec de l'huile. C'est vendu en magasin ou si on peut demander à notre ami Pierre de nous fournir le produit? Moi, je veux bien le vendre avec Pierre. Je Et veux bien est-ce que faire c'est lavable? On peut. Ah oui, est-ce que c'est un lavable? coup d'éponge? Alors, Toi, tu ne t'étonneras pas d'avoir une bombe dans ton théâtre un jour. Hein. Bon. non seulement c'est lavable et extrêmement hygiénique, Hygiénique. mais c'est vendu avec la garantie sans maladie transmissible. Ah bah ça, oui, c'est bah, bien. ça, c'est- Place Mais d'or. on nettoie comment, par exemple, pour Un un coup sujet d'éponge. féminin? Ben non, il faut rentrer dedans, au Karcher, Un non? coup de sif. Oh, bah du sif, dis donc, après tu rentres dedans, t'as oublié. T'as la Peut-être queue en souffleur. qu'il se pourrait que ce soit comme les fours auto-nettoyants. Ah, c'est possible. Avec une pyrolyse, alors, avec une pyrolyse. Pyrolyse et ça tourne. Il y a un tapis roulant, peut-être avec un pédalier. Comme on a eu dans une autre émission. Qui monsieur. sépare? Je savais que t'en avais avant. Oui, Tu sais oui, comment oui, ça oui. marche. Quelle horreur. Non, moi, je vois un tout petit paquet que l'on vend juste après la poupée. C'est un paquet de cigarettes. C'est le patin Mais qui ça sort. s'appelle la cigarette après l'amour. Ah oui. Ah oui. Ça, c'est. Mais pour les mecs Non, qui fument c'est pas, interdit maintenant. C'est fini. on fume plus. Et alors même pour Macha Merrill, il peut y avoir, en guise de conversation post-coïtale, ce qu'elle dit généralement après l'amour. Des Quand conneries. quand elle ouvre la porte de sa chambre, Tire-toi. au suivant. Mais elle est comme ça? Ah bah vous savez. Tu sais, il me connaît bien. Et là, Les gens de l'immeuble n'en peuvent plus. hein. Vous avez longtemps été dans la salle d'attente, Il y on a a un l'impression. passage. Hein. Et la station de taxi qui s'est installée juste bah oui. au pied de l'immeuble. hein. 16h-18h, les grosses têtes de RTL. Cet après-midi, Philippe Bouvard est entouré de Laurence Boccolini, Macha Merrill, Jean-Jacques Perroni, Pierre Bellemare et de Jacques Maillot. Les casques de moto deviennent tendance. C'est-à-dire qu'ils empruntent des couleurs très modes Oui. aujourd'hui. Il y a 18 coloris, il y a du rose bonbon, du jaune acidulé. Vous imaginez Qu'est-ce qu'on en a à l'escorte présidentielle, ça va être. Vous pouvez avoir le casque chocolat, le casque tabac, le casque coquille d'œuf. Et vous qu'est-ce n'êtes qu'on- pas obligé de posséder une moto pour vous acheter un bah, casque. bien Ben non, bien Ah, sûr. mais oui. Non, mais qu'est-ce Vérifie qu'on en pas. fait après? Jamais. Ben, ce que tu fais, tu vas au supermarché, tu pousses ton caddie avec un casque, t'as pas l'air d'un con du tout. Ça Des dépend. fois qu'il y a une gonzesse qui te rentrerait dans Mais le non, mais caddie, ça t'es fait- protégé. Mais c'est pas ça, c'est que tu as l'air d'avoir une moto. C'est comme Ah. en Italie, ils ont toujours des clés de voiture, des clés de Ferrari à la main, mais il n'y a pas de Ferrari. Ah, bah, ça, c'est la vieille blague. Mais oui. Le gars avec son porte-clés Porsche, il est au bar, puis il agite ça sous le nez de la gonzesse. Hein, on va faire un tour. La gonzesse fait je veux bien, mais avant, retire tes pinces à vélo. Non, mais tu sais, dans les champignonnières, qui sont parfois très basses de plafond, Oui, il faut mettre C'est un très, casque. important. utile C'est d'avoir un important. casque. Moi, j'ai un Tu copain prends qui a la- des toilettes avec un tapis roulant, je mets un casque. Oui. Ça, vous avez bien raison. Moi, souvent, le matin, après avoir trop bu, j'ai le casque, mais il est à l'intérieur. vous voyez. Non, mais mais c'est pratique. il faut jouer un rôle et se donner l'air Moderne. d'un sportif Moderne, champion. Mais pourquoi pas prendre un casque de poilu? Oui, c'est pas aussi. pareil. C'est rigolo. Ça n'a rien Oui, à mais voir. enfin, Mais ça, sur ils le savent plan même plus de ce que l'âge, c'est qu'un casque de poilu. ça se vous trouve situe dans une génération Oui, qui oui, c'est très Bon, bah, vieux. on prend un pas casque la- de la Wehrmacht. Oui. les conquêtes Oh, mais féminines. non, Ça, mais ça non, force mais le respect. Il y a les casques de cyclistes qui sont très mignons. Très joli. avec des Très points profilé, derrière. très profilé. C'est très sexy, ça, Tu je t'assois trouve. dessus, Ça tu ça passes un t'écrase bien moment la mise en délicieux. place. Moi, j'ai emballé tout l'été en string sur la plage avec un casque de cycliste. J'allais au bain. T'allais où? Au bain, me baigner. Ah, au bain, j'ai compris, au pain. Au pain. On peut aller au pain. Il allait aussi au pain, au boulanger, mais un peu Je vais après. au pain, j'adore cette expression. Alors j'allais au pain. un petit mea culpa. Voilà quelques jours, j'avais interrogé
par téléphone quelqu'un, un bon artisan d'ailleurs, qui avait très bien parlé de son activité et qui s'était présenté comme le seul réparateur de parapluies de France. Vous avez dit une connerie alors. Oh, il y en a un autre. Il ne faut pas vous lancer dans des trucs que vous ne connaissez pas. Vous avez eu un pépin, là. Vous n'avez pas vérifié. Donc, réclamation, qu'est-ce qu'il vous Et dit? donc, Ça se répare encore, ce truc-là. Laurence Debat fait savoir que elle tient un magasin qui s'est spécialisé également dans la réparation de parapluies. Eh ben oui, faut vérifier. Où ça? A essayé dans le 88. L'essayer, c'est l'adopter, d'ailleurs. Mais c'est où le 88? Les Vosges. Oh, c'est trop loin, on n'ira pas, on ira chez le monsieur qu'on a eu. Mais il était où le monsieur Là, que il t'as eu était en province aussi. Oui, mais moins loin. Mais quand t'as un parapluie, tu l'envoies. Tu dis réparez-moi mon parapluie. Mais on le jette surtout, on en jette un autre. J'ai jamais eu de parapluie, moi. Ou alors on se le met dans le... Puis tout ça... Il y a beaucoup de gens qui ont avalé un parapluie. Ah là 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 Non, là. mais visiter les Vosges à cette occasion-là, c'est très agréable. Très agréable. Mais je connais les Vosges, j'ai Mais pas non, besoin mais d'avoir tu un sais- parapluie en panne. Mais non. Ça se passe dans la Nièvre. C'est dit au Toulousain. c'est une ville qui s'appelle Clamcy. Ah oui, c'est très joli. Ouais, beaucoup. Très joli, J'aime Clamcy. beaucoup Très Clamcy. Très joli. Clamcy à Clamcy. Oui. Et on ferme la maternité de Clamcy. Non. Dans le cadre, vous savez, de ces réorganisations regroupement. administratives. Oui, regroupement de maternité, etc. oui. Et donc, le maire de Clamcy a pris un arrêté qui interdit aux femmes de D'accoucher. procréer dans sa commune. Arrête. Même pas d'accoucher, de procréer. Procréer, oui. Donc Oui. on tire C'est plus à pas Clamcy. Ah, légal. il dit, comme il n'y a plus de maternité, allez faire vos Retenez-vous. galipettes Non, mais ailleurs. Oui. Ça, là, Ils ont ouvert des Mais maisons on va en tout bordure de réglementer, Clamcy. hein, c'est extraordinaire. Les femmes de Clamcy peuvent se rencontrer avec des hommes d'ailleurs, Voilà, mais pas dans Clamcy. Pas dans Clamcy. fabriquer leur gosse là, et ils rentrent après dans Clamcy. Mais- Je me demande si on va pas mettre des petits compteurs pour respirer bientôt, Oui. pour savoir l'air Sûrement. qu'on respire. Il y avait hein. déjà des maires qui avaient interdit de mourir sur Oui, le mais c'est territoire de la place. communal parce que le cimetière Il y a plus était de place. plein. Ben, bien sûr, oui. Ouais. Ah bah ça, Et tu peux d'ailleurs pas le savoir, fossoyeur aussi souvent. Ouais. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, de 16h à 18h sur RTL. Nous ne connaissons pas notre invité surprise, nous ne l'avons jamais accueilli, mais nous connaissons bien son papa. C'est Thomas Chabrol. Asseyez-vous, monsieur Chabrol. Alors, Thomas Chabrol, qu'on a vu beaucoup au cinéma et qui se lance dans le théâtre, ce qui risque d'ailleurs de compromettre ses chances de tourner dans le prochain film de papa, non? Ma foi, c'est terrible. oui. C'est terrible. Oui, c'est une pièce formidable qui s'appelle Le Plan B, qui, je le tiens à le préciser tout de suite, n'a absolument rien à voir avec le référendum sur l'Europe. Oui, c'est Fabius qui avait lancé le plan B. Hein? oui. On l'a toujours pas retrouvé. Non, non, il est au studio des Champs-Élysées tous les soirs. Mais à c'est 21h. un auteur anglais? Absolument, Andrew Payne, et qui a écrit beaucoup de choses pour la télévision, vous en parliez tout à l'heure. Voilà, c'est une pièce assez corrosive, très drôle, et j'ai quelques petits camarades avec moi. Horatika, qui joue ma chère épouse, Sarah, et... Ah oui, vous êtes bien entouré. Hein? Ma foi, Oui. ma foi. Natacha Régnier aussi, Ah, délicieux, oui, formidable. C'est agréable le métier que vous faites, hein, tous les soirs entouré de jolies filles. Pourquoi vous n'êtes pas content de nous avoir à votre émission? Si, bien sûr. Vous invitez Alors, Natacha vous êtes- Régnier si vous voulez. Hein. Ouais. Mais moi, je vous ai que l'après-midi. Ah, bon, alors c'est un 5 à 7. Alors, Faut demander. comment êtes-vous venu au métier qui est aujourd'hui le vôtre? Est-ce que vous avez été encouragé par Claude Chabrol, votre père? Encouragé, non. Mais ce qu'il y a, c'est quand vous êtes à partir de 5 ans sur les plateaux, c'est comme je pense les enfants de politiciens ou des choses comme ça. On aime bien un peu les odeurs, Oui, la chaleur des projecteurs. Et voilà, ça m'a même donné l'occasion de venir vous voir il y a très longtemps avec lui. Dans une émission que vous faisiez l'après-midi, je me souviens, oui, pour un film qui s'appelait Les Turlupins, 1980. Quel âge aviez-vous? Oh, j'étais à peine formé, je devais avoir 16 ou 17 ans. Ah oui. Ah ben vous voyez, j'en avais perdu le Ah, vous souvenir. êtes pas tout bah. jeune alors. Mais après, il a fallu faire admettre à papa que vous alliez en faire votre métier. Oui, enfin, le faire admettre, on a bu une y bonne a bouteille pire, de hein. Bordeaux et puis c'était réglé. Hein. Enfin, vous êtes assuré maintenant de travailler en famille. Oui, on le fait depuis déjà un bon moment. Alors, et, qu'est-ce qu'il y a dans la famille cinématographique Chabrol? Ah, Il y a le mon Dieu. papa. Bon. Certes,
la pierre angulaire, on va dire. Oui. Donc, ma chère mère, qui pratique depuis déjà quelques films. Qu'est-ce qu'elle fait alors dans le... Stéphane Audran, Elle fait pas grand-chose, Stéphane Audran. Pote, c'est une jeune première. Non, mais aujourd'hui, elle n'est plus l'épouse de... Ah non, mais bon... Mais elle joue encore parfois devant sa caméra. Absolument. Oui, voilà. Bon. Oui. Non, c'est fin, ça c'est fin. C'est très léger. Non, Oui, très léger. mais Oh là là, je veux dire franchement. par là Non, mais que ça C'est le printemps. les mariages passent, mais que le talent reste. Oui, C'est peut-être une des scènes les plus chaudes du cinéma. C'était avec Piccoli dans Les Noces Rouges. Les Noces Rouges. Il y a une scène entre Piccoli et votre mère qui est absolument Dans le extravagante. château de Valençay, dans un lit un peu défait. Oui. On ne voit rien, on suggère. Regardez ce vieux cochon, hein. Parce que ça m'est resté. Parce que on le voit, c'est que ça vraiment vous est extraordinaire. Les prodiges des DVD, hein, c'est fou, on leur passe. Et il a on des repasse. Oh non, mais surtout, il y a en plus de ça, il y a de longs plans en séquence. on a bien compris, C'est pas très entouré. Ah non, c'est de la bonne ouvrage. Ne lui parlez pas de DVD, il va vous vendre le coffret. Non, mais c'est... Alors ensuite, dans la famille Chabrol, Oui. je demande... nous avons donc... la fille qui est script. Non, pas du tout. C'est sa troisième femme. C'est la troisième femme. Ma chère mère étant sa seconde épouse. Oui. Sa troisième femme étant sa script, Sa donc script, son voilà. bras droit. Sa fille étant son bras gauche, première assistante à la mise en scène. Nous avons mon cher frère, issu fait d'un la premier musique. lit, bien sûr. Qui est musicien. Mathieu, musicien, compositeur Ouais. de musique. Excellent musicien. Voilà, merci, je transmettrai oui. ça. Et voilà, quoi d'autre C'est tout. Il n'y a pas de cousine de province qui va... Il n'y a pas de cousine de province. Non, par contre, Il y a une aide scénariste. aide scénariste. Ça Oui, n'existe qui- pas, ça. Non, enfin... Ah, co-scénariste. Co-scénariste. Co-scénariste, absolument. C'est ma sœur, Cécile Mestre, Ah, qui a voilà. coécrit Oh là le là. dernier. voilà. Quelle famille. La fille coupée en deux. Ah oui, dites donc. Absolument. C'est pas plutôt que ça arrivera des trucs comme ça. Plutôt, non. Non. Ça doit créer un bon climat sur le plateau. Ma foi, oui, il y a encore pas si longtemps sur l'Ivresse du pouvoir, où le père de Cécile, donc qui est ma sœur de lait, on va dire, qui est François Mestre, jouait aussi dans la même pièce que nous, quoi. Enfin, dans la même pièce, dans le même local, en tout cas. Et nous avions donc des papas, mamans dans tous les sens. Plutôt de se dire François. C'est un film ou X, machin. alors. C'était presque un film X. Ouais, François l'Ivresse du Mestre, pouvoir. alors le comédien, Absolument. qui était lui-même le fils d'un directeur de théâtre. Absolument, de l'atelier et tout ça, qui a travaillé avec Charles Dulin et tout. Voilà des belles familles d'artistes. Ah, bah, tiens. Et Claude Chabrol ne dédaigne pas d'être comédien de temps en temps. Il s'amuse beaucoup de jouer la comédie. Ah bah oui, absolument, c'est pas le dernier, oui. Quand il vient ici, on marque Qu'est-ce qu'on l'aime, hein, ce jour d'une pierre blanche. Hein. Mais c'est terrible, j'essaye de trouver quelqu'un qui ne l'aime pas. Ouais, c'est c'est dur. mon but dans l'existence. Je n'y Très arrive pas. difficile. Écrivez-moi, venez au studio n'avez des pas- Champs-Élysées à 21h. Vous n'avez pas été tenté de lui demander d'assurer la mise en scène? Oh non, vous savez Est-ce qu'il a déjà fait des mises en scène de théâtre? Oh, bien sûr, il nous a monté un petit Macbeth en 69 chez Marcel Tassancourt À Versailles. à Versailles. Et ma chère mère jouait Lady Macbeth. Et il nous a fait aussi une petite danse de mort avec Bouquet, d'ailleurs, en 84 à l'atelier. Et voilà, mais c'est pas trop son... Il aime bien quand ça se passe vite, voilà. Et puis qu'on peut aller au restaurant. Oui, voilà. Il ne se satisfait pas de quelques sandwichs entre C'est les vrai qu'il choisit ses répétitions. lieux de tournage en fonction des 3 étoiles. Hein. C'est pas le Il va genre. tourner hein. là où Un il y a petit des... peu. Vous avez un tourné petit peu, avec ouais. lui, machin? Non, mais je l'aime beaucoup. Ah, c'est mon il- ami. ouais. Non, mais moi je veux bien. Alors s'il m'écoute, il peut appeler les grosses têtes et je suis totalement libre en ce moment. Et en plus, je sais qu'il adorait le maillon faible. Alors, il me l'a toujours dit. Ah oui, C'est vrai C'est un fan du maillon. Absolument, ouais. c'est un Il a grand dit la première fan. fois dans l'IB, je venais de commencer le maillon, il a dit moi j'adore. Ouais. Il regrette bien d'ailleurs le départ du Mais Maillon alors, Fake. Oui. voilà. Voilà, eh obligé, bien, je suis heureux d'avoir reçu Thomas Chabrol qui va quitter le studio des grosses têtes pour retrouver un autre studio, celui des Champs-Élysées où il joue le plan B. Merci et Merci amitié à à vous. toute la famille. Je ne m'en regrette pas, merci à vous. Si vous connaissez
connaissez une bonne histoire drôle, de préférence inédite, c'est mieux, hein. Adressez-la aux grosses têtes et c'est les tirés au sort par l'équipe de Philippe Bouvard. Vous aurez non seulement le plaisir de l'entendre dans l'émission, vous pourrez également la retrouver sur le site internet rtl.fr et surtout, eh bien, vous aurez la possibilité de gagner 100 €. Alors, à vos stylos et ordinateurs. Notre auditeur du fond de la salle. Asseyez-vous. C'est Patrick Diop et il a quitté la région de Saint-Tropez pour nous rejoindre. Hein. Qu'est-ce que vous faites à Saint-Tropez, monsieur Diop? D'abord, bonjour. Puis je voulais d'abord vous remercier de l'accueil que nous avons eu par votre sécurité. Ah bah écoutez, vous avez un visage qui inspire confiance, hein. Merci. Dans le sud de la France, nous exploitons une activité de transport qui va du taxi en passant par la grande remise, donc des véhicules de luxe. Qu'est-ce que c'est alors la grande remise? C'est pas la grande Lulu, c'est différent. Non, la grande remise, c'est des limousines. C'est la voiture de luxe qu'on loue. Ouais, exactement, voilà. Avec ou sans chauffeur. Est-ce que vous faites la voiture comme les Américains longue, comme ça, avec limousine. La limo. La limousine interminable blanche avec la télévision Tout dedans. à fait. Nous avons un de ces produits d'ailleurs que nous avons installé dernièrement sur Paris qui fait 8,60 m. Ah oui, c'est bien pour se garer. C'est quelle marque? C'est une Lincoln. C'est une voiture américaine. Voiture américaine, tout à fait, oui. J'ai un copain moi, qui faisait ça au Ritz, mais bon, il est plus avec nous maintenant. Il louait des voitures. Oui. Il faisait le circuit, Place Vendôme, Pont de l'Allemagne. C'était son... Puis bon, un jour, ça s'est arrêté. Oui. Bien triste. Pourtant, il s'est été entraîné sur le circuit Paul Ricard. Et alors, les taxis, vous êtes partie prenante de la controverse après le rapport Attali. Tout à fait, parce que nous avons investi quand même pas mal d'argent dans ce type de produit, qui est un investissement à long terme. Et c'est vrai que déréglementer cette profession nous gêne complètement, étant donné qu'on n'a pas une plus-value sur ce coup-là. On aurait une moins-value qui serait énorme. Il paraît que Jacques Attali, qui le soir en sortant du bureau avait l'habitude d'appeler un taxi, il n'en trouve plus. Il est snobé, donc il n'a plus qu'à se retourner vers les grandes remises, ça lui coûtera plus cher. Alors nous aimons beaucoup les taxis parce que nous savons que les taxis écoutent les grosses têtes et les font écouter aux passagers qu'ils transportent. Exactement, et c'est vrai que dans nos voitures, c'est une des ondes, c'est pas parce que je suis là que je vendais le produit, mais quand même, c'est vrai que c'est une des ondes, et d'autant plus l'émission des grosses têtes qui est très réclamée par notre clientèle en général. C'est vrai que... Radio Notre-Dame, c'est sûr, tout un... Oui, ou vous faites l'ambulance aussi? VSL, oui. Oui. Dans l'ambulance, mettez pas les grosses têtes parce que le gars... Le gars qu'on vient d'opérer, qu'on ramène chez lui, il a les points de suture, il écoute les grosses têtes, il se marre, pof, 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 tout pète à l'intérieur. Oui, mais thérapeutiquement parlant, il est plus intéressant de sourire que de faire la gueule. Oui, ça met du lien. Ça met du lien, c'est tout à fait intéressant. Vous faites corbillard aussi? Non, on appelle ça humblement le transport de corps d'homme. Ah oui, comme le sirop. Ça n'a pas les mêmes vertus. Écoutez, ça n'engendre pas la mélancolie. Tout ça dans les environs de Saint-Tropez. Oui. Dites donc, ça revient cher quand même la voiture de grande remise. Hein. Qu'est-ce qu'il faut compter avec le chauffeur pour la journée? Pour une journée, c'est-à-dire que pour un transfert, dirais-je, Paris-Charles de Gaulle, il faut compter une centaine d'euros. À Paris-Charles de Gaulle, oui. Voilà. Donc après, c'est vrai que l'avantage d'une grande remise, ce n'est déjà pas du tout la même prestation. Les chauffeurs... On ouvre la porte, hein. On ouvre la porte, oui. Au prix que ça coûte, Attends. Je vous ai remarqué qu'à Londres, tous les chauffeurs de taxi vous ouvrent la porte. Il y a ici qui sont un peu mal élevés. Bien sûr. Oui, mais après, il la verrouille et il faut le bander pour sortir. Ségolène Royal l'a bien ouverte à François Hollande. Oui, vous ouvrez la cage aux oiseaux. La stretch limousine. Mais vous faites surtout quoi? Les mariages, les fêtes comme ça, non? Non, toutes sortes d'événements. C'est-à-dire que là, nous sommes partenaires sur la partie du Sud, sur le Festival de Cannes. Et où on met des véhicules de luxe. On intervient pour des grandes sociétés, que ce soit Talgo ou autre, qui nous permettent... Vous avez transporté Sharon Stone? Non. Parce que je vous aurais demandé un morceau de la banquette en souvenir. Mais vous avez dû perdre... Effectivement, nous nous apercevons régulièrement que nos sièges en cuir sont tachés.
Ah bah oui, mais ça Mais m'étonne. par quoi? Ah ouais. Bah devine, cochon. Mais non, mais par quoi? Mais vous mettez pas des à l'aise quand vous transportez des artistes, hein? Non mais vous parlez L'artiste grosse- n'est pas soigneux. Non, Non. l'artiste est un cochon, bien Oui, sûr. vous avez- Et l'animateur télé, c'est pire. Pour les grosses sociétés, vous avez, Ils vous vomit avez dû partout. vous avez dû perdre un gros client à la Société Générale. Ils n'ont plus les moyens. Bah si, il reste encore 2 milliards, je crois, de bénéfices. Mais oui. Non, pas un petit Et puis peu ça moins. passe dans les quand frais, même, non, un mais ça petit passe dans peu les frais, moins. ça doit passer. Bon, ben Patrick Diop, merci d'être venu. J'imagine que la grande voiture de 15 mètres de long qui est Vous attend devant la Non, porte. malheureusement, à RTL, il est très très difficile de De se pouvoir garer, stationner. Nous avons des Vélib, j'ai vu, hein, vous parliez tout à l'heure. Ah oui, C'est parlons Philippe d'autre qui chose. est en Vélib. Merci et bien le bonjour à Saint-Trope. Merci. Je vous remercie. Aujourd'hui, dans la limousine des grosses têtes, le fin du fin de la culture et de l'humour avec Jacques Maillot, avec Jean-Jacques Perroni, avec Macha Merrill, avec Laurence Boccolini et avec Pierre Bellemare. J'ai tous ces disques. Alors, notre invité d'honneur, il est souvent avec nous, mais il n'occupe pas la place que je vais lui assigner aujourd'hui. Et j'avais toutes sortes de bonnes raisons de l'inviter, car dans un livre qui, je vous le dis tout de suite, est excellent et témoigne d'un énorme talent, il a regardé à la loupe les Français après Montesquieu et Tocqueville. C'est Jean Amadou. Asseyez-vous, monsieur Amadou, et vous savez ce qui arrive quand on occupe votre place. On est placé en garde à oui. Jean Amadou, de quel droit faire paraître sous votre nom un livre dont un diplomate américain aurait eu l'idée, puisque tout est né comme ça? Oui, il fallait que j'ai une contrepartie, si vous voulez, aux arguments que j'apportais pour défendre les Français. J'ai pensé à un diplomate américain, un jeune diplomate américain. Que vous avez inventé, il n'existe pas. Que j'ai complètement inventé, bien entendu. Complètement, et qui me téléphone pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. J'ai eu envie de faire un livre sur les Français. Oui, s'il n'y avait pas eu de contradiction, ça se tournait monologue, voilà. C'était plus triste. J'ai aimé le faire un dialogue. Peut-on à la fois comprendre les Français et les aimer? Je crois pas. Je crois que c'est comme les femmes. Je crois que les femmes, on ne peut pas à la fois les aimer et les comprendre. Il n'y a pas un homme qui vit assez longtemps pour pouvoir se targuer de ce genre de choses. Donc je crois les femmes, il faut les aimer. Et les Français, c'est pas... On est le seul peuple féminin de la Terre, je crois. Oui, mais alors, comme votre livre aide à comprendre les Français, une fois qu'on l'aura lu, on ne pourra plus s'aimer. Hein? Si, on s'aime. Je crois qu'il faut que les gens, les extérieurs, je suis français, vous êtes français, Philippe, donc j'adore la France, vous aussi. C'est vrai que si on était un autre attendez, peuple... non seulement j'adore la France, mais je ne comprends pas comment on peut ne pas être français. Oui, c'est vrai. C'est vrai, et vous avez raison. Et vous avez raison. Pourquoi traiter le sexe par-dessous la jambe ? Si je peux dire, hein, c'est une métaphore un peu hardie, mais alors que vous traitez absolument tous les aspects de notre affectivité et de notre activité, très peu de choses sur nos habitudes sexuelles. Oui, parce que cet Américain, je lui ai donné quand même une maîtresse française, qui donc finalement lui apprend un petit peu ce que c'est que la vie sexuelle française. Mais donc il est au courant là. Mais je me suis pas lancé dans beaucoup de... Mais ça c'est la pudeur qui vous caractérise. Peut-être aussi, la pudeur, hein. c'est peut-être aussi le fait que finalement c'est pas là où on est le plus heureux. Ce n'est pas le cadre dans lequel nous sommes le plus original. Ah, parce qu'on dit qu'on est quand même les meilleurs amants du monde. Oui, hein. c'est ce qu'on dit. Oui, on dit, les Français le disent volontiers. Ils disent que les peuples étrangers... C'est usurpé. Réputation tout à fait usurpée. C'est vrai. Ah, mais oui. arrête, Le Latin lover, c'est vrai aussi pour tous les Ça latins. fait partie de notre supériorité, c'est-à-dire que les autres se reproduisent, nous on fait l'amour, les autres se nourrissent, nous on mange. Enfin, je veux dire, on fait partie. Ça fait Et partie alors, de notre... un Français qui fait l'amour dans les toilettes d'un avion, c'est un latrine lover. Mais attendez, il faut Ça demander dépend à s'il y a Cédar. les asticots. Alors, vu votre expérience, Je sais pas, moi. le je- chinois, Il n'y a pas des meilleurs, mais il y a le des bantou. autres que français en tout cas. Je crois qu'on a Alors dépassé le stade où Paul Morand disait qu'en amour, être français, ça avoir fait la moitié du chemin. Je crois que c'est plus finalement. Oui, non, plus tout à fait Est-ce
que la France est toujours le plus beau pays du monde? Ah, elle est le plus beau pays du monde, ça c'est indiscutable. Mais évidemment. Un peu chauvin, mais on a sur un territoire qui, somme toute, n'est pas très étendu, tous les panoramas une possibles. variété de paysages absolument extraordinaire. Est-ce que le vin ne tient pas une place disproportionnée dans vos réflexions? Non, je crois que le vin fait partie de cette culture française particulière et nous, et là c'est pas Péroni qui va me démentir, non, je crois qu'on est sur ce plan-là. Oui, parce que votre Américain, vous n'arrêtez pas de le faire boire. Hein. Oui, mais je pense que, par exemple, moi qui suis très Bourgogne, je pense que dans ce domaine, on est imbattable. Absolument parce que ça imbattable. fait les paysages aussi. Il peut y avoir des rouges meilleurs que les rouges de Bourgogne, mais sur le plan des blancs, on est imbattable. Lorsque vous vous regardez le matin dans le miroir de votre salle de bain, regrettez-vous toujours de ne pas avoir été archéologue? Je crois que c'est un métier qui m'aurait complètement passionné. Je suis toujours d'ailleurs passionné par l'archéologie. Je trouve que c'est extraordinaire d'aller sur un terrain avec une petite cuillère et un pinceau et de sortir une... Si vous vous intéressez à l'archéologie, vous nous aimez de plus en plus. C'est vrai. C'est vrai, Philippe. Chaque fois que je me regarde le matin dans mon miroir, comme vous dites, je pense à l'archéologie, mais c'est un métier extraordinaire. Est-ce que c'est parce que vous êtes chansonnier que vous redoutez tant de quitter le plancher des vaches? Parce que vous avez peur en avion, hein? J'ai peur, oui. J'ai peur. C'est peut-être beaucoup dire. Maintenant, je m'y suis quand même habitué à force de le prendre, mais je suis jamais à l'aise en avion. Dès qu'il commence à bouger, je trouve que c'est pas normal. Et s'il bouge pas, alors faut s'inquiéter encore plus. S'il bouge pas, c'est l'autre. Mais je suis jamais tout à fait détendu en avion. La CGT aide bien à ce qu'il bouge pas. Hein. Vous savez, il y a une citation américaine qui dit: regardez autour de vous quand vous êtes en avion, si vous voyez un passager qui est totalement détendu, c'est qu'il prend l'avion pour la première fois. S'il est un peu inquiet, c'est un habitué de la ligne. Et s'il est totalement torturé, il se range les ongles, c'est un patron de la compagnie. C'est pas ça qui va nous redonner du courage. Hein. Nos problèmes, car nous en avons plein des problèmes, sinon vous n'auriez pas fait un livre aussi amusant. Nos problèmes ne tiennent-ils pas au nombre de nos groupuscules et de clubs de réflexion? Peut-être une de nos particularités, c'est vrai que les Américains ont deux partis, les démocrates et les républicains. Les Anglais en ont trois. Nous, on a une grosse dizaine de partis politiques, plus les clubs de réflexion, plus les courants, alors donc c'est extraordinaire, on en arrive à avoir une multitude de fonctions politiques ou d'entités politiques, ce qui fait que on en a presque, je ne dis pas qu'on en a une pour chaque Français, mais chaque Français doit pouvoir se retrouver. Si vous pensez qu'à l'intérieur des partis, en plus, il y a des courants et que chaque courant déteste l'autre, c'est extraordinaire. Ça explique la difficulté pour constituer une majorité. Hein. Le Français est-il un veau ou une vache à lait? Il est un veau dans la bouche de De Gaulle, qui a dit les Français sont des veaux. Je crois que c'est humiliant et c'est pas tout à fait vrai. On est des vaches laitières. C'est-à-dire qu'on est des vaches laitières, on produit un certain nombre de litres de lait que l'État vient nous ponctionner et on se met à couiner dès qu'on voit... Il ne nous traite pas tous les jours, mais quand il s'y met... Quand le ministre des Finances arrive avec son tabouret et son seau, on rumine dans notre coin, donc on est des bonnes vaches laitières, je crois. Oui. Dans notre devise républicaine, est-ce qu'il ne faudrait pas introduire la naïveté, en plus de la liberté, de l'égalité et de la fraternité? Oui, on a introduit la solidarité déjà, qui n'était pas prévue dans les trois, et qui est d'ailleurs imposée par l'État maintenant. Donc, mais la naïveté, c'est notre caractéristique. Oui, on est un peuple assez naïf. On est à la fois naïf et grande gueule, on est antimilitariste et cocardier, on est impossible à gouverner, quoi. C'est ça le problème. On est insupportable par moment. Bon, j'ai compris que vous étiez un dangereux subversif, et donc je vous garde à la disposition de la radio. Autour de Philippe Bouvard, les grosses têtes dans le grand studio, Laurence Boccolini, Macha Merrill, Jean-Jacques Perroni, Pierre Bellemare, Jacques Maillot et l'invité d'honneur Jean Amadou pour son livre Les Français, mode d'emploi chez Robert Laffont. Alors on s'aperçoit là que ce qui nous permet de vous brocarder de temps en temps et de façon très amicale a alimenté considérablement votre réflexion, parce qu'il est beaucoup question de Clémenceau et d'une façon générale de tous les princes qui nous ont gouvernés. Alors là, il y a une vraie culture politique. Hein. J'adore ça, je veux dire, je suis tombé dedans tout petit, j'adore la politique, j'adore l'histoire politique, et alors je lis des mémoires... C'est un feuilleton prodigieux, l'histoire de la Troisième République. Prodigieux feuilleton. Mais aujourd'hui, il y a 2 chaînes histoire sur la télé, donc on trouve des... Vous ne regardez que celle-là, d'ailleurs? Non, pas toujours, mais je les regarde souvent, c'est vrai, oui. Que récompenserait l'Arago d'or que vous vous proposez de créer?
L'Arago d'or, c'est-à-dire que, comme Arago a dit, c'était un homme important, je veux dire. C'est un grand savant. Un grand savant, il a été membre du gouvernement de la Deuxième République, et il a dit des énormes conneries. C'est lui qui disait que quand les trains vont passer dans les tunnels en sortant, il y aura des pleurésies et des morts, et que ça allait efféminer l'armée française, évidemment, d'aller dans les trains. Il dit des énormes conneries. Et alors, on pourrait créer un Arago d'or qu'on décernerait à celui ou à celle qui ont dit la plus grosse connerie politique dans l'année. Il y a des candidats, oui. Mais il y a eu... Quoi, par exemple il y a eu des exemples extraordinaires. Il y a eu Pétain qui disait en 1939 « Les chats ne seront rien dans la guerre moderne en dépit de ce que certains disent et serviront à rien. » Foch, les avions, Foch disait en 1911 hein. les avions, oui, c'est sympa, mais enfin, je vois pas en quoi ça peut servir pour la guerre. Donc c'était quand même assez étonnant, quand même. Oui. Et Paul Doubert qui disait que les voitures, il y en avait assez, il y en avait 10 000 dans toute la France, il trouvait que c'était suffisant déjà. Et il y en a eu une étonnante qui est, parce qu'il y a un prix étranger aussi. Au mois de novembre, fin novembre 1941, il y a eu un article qui est paru dans le journal américain en disant qu'il était absolument impossible qu'un avion puisse couler un cuirassé. Et donc, ça s'est passé une semaine avant Pearl Harbor. Donc, oui. Est-ce qu'on prouve qu'ils n'étaient pas très malins non plus. Est-ce qu'on peut terroriser l'ennemi avec des noms de sous-marins? Oui, mais ça c'est notre force à nous, parce que on n'en a pas beaucoup, parce que c'est cher et on n'a pas laissé de pognon. Alors on les a appelés avec des noms épouvantables. Il y a le terrifiant, il y a le redoutable, l'indomptable, l'inflexible. Enfin, quand vous envoyez l'inflexible, les mecs réfléchissent, vous voyez. L'inflexible, c'est moi. C'était un procédé Alors si t'envoies le couillon, tout de suite, tout le monde est heureux. Que les boxeurs connaissaient avant la guerre. Il s'appelait Kid Tornado ou Terrific Jack. Quand il monte sur un ring pour affronter Terrific Jack, c'est pas comme quand tu affrontes Gaston Durand, tu vois. On a sur ce plan, je crois que les prochains sous-marins vont s'appeler l'effrayant, l'affreux. Alors, ce qui est bien dans ce livre, c'est que on rit d'abord et ensuite on réfléchit. C'est d'ailleurs, je pense, la meilleure démarche, plutôt que le contraire. Alors, on s'aperçoit qu'on est ridicule, souvent attendrissant. Hein. On est attendrissant. Oui. Mais on ne s'attendrit, nous, sur nous-mêmes. Les étrangers ne nous trouvent pas toujours attendrissants. Ils sont un peu agacés. On a mauvaise réputation. Oui, c'est vrai qu'il y a des... Moi, je nous adore parce que je suis français. C'est vrai que si j'étais pas français, peut-être par moment, je dirais... Il paraît qu'on est impoli quand on voyage à l'étranger. On est assez insupportable à l'étranger, oui. On a le côté... parce qu'on a toujours cette supériorité qui a été la nôtre pendant des siècles et qu'on croit encore aujourd'hui pouvoir distribuer comme ça, et ce qui n'est pas le cas. Et qui nous pousse à commander des frites dans un restaurant japonais, par exemple. Oui, bien entendu. Surtout, il y a eu une époque où quand un Français rentrait dans un restaurant, quel que soit dans le monde, le cuisinier était effrayé. Il ne l'est plus aujourd'hui. Comment pouvons-nous produire plus que les autres alors que nous travaillons moins ? Parce que Parce qu'on travaille mieux, peut-être On travaille formidablement mieux. Je veux dire, les Français font en 1 heure ce que les Anglais font en 1 heure et demie, les Espagnols en 3 heures. Et on s'aperçoit que même avec la loi des 35 heures, on arrive quand même à sortir des Airbus à la cadence des Boeing et à faire décoller nos Ariane. C'est quand même extraordinaire. On les livre en retard. Oui, on les livre en retard. On les livre en retard. On les livre en retard, mais on les livre. On arrive à faire à nos femmes en 5 minutes ce qu'un Suisse met 3 jours à lui faire. Mais même au niveau des études, quand on voit les universités ou les lycées anglais et américains, où les tests sont, par exemple les tests de fin d'études sont des QCM, nous on n'a pas de QCM. C'est quoi des QCM? Alors c'est des questions à choix multiples, c'est-à-dire que tu as des réponses et tu coches et tu coches et tu coches. Comme chez Foucault. Absolument. Alors que nous, le bac c'est quand même un truc de réflexion, d'écriture, on a ça. Alors que moi, j'aurais dû aller passer le bac là-bas. Tous mes copains anglais de mon âge avaient des QCM, c'est des trucs. Alors il y a aussi notre façon de nous exprimer, tous ces euphémismes et ces litotes qui font le fond du langage, notamment administratif. Est-ce que par exemple, à vos yeux, la réussite différée marque un progrès sur l'échec scolaire? Oui, mais ça, c'est les trouvailles des énarques qui ont véritablement, surtout dans l'éducation nationale, passez-moi l'expression, je l'ai mis entre guillemets, foutu un bordel comme rarement on en a réussi à en mettre. Et donc, ils ont trouvé des choses absolument hallucinantes. Ils ont appelé le ballon référentiel bondissant aléatoire pour un ballon de rugby, parce que jamais de quel côté il va rebondir. Ils ont trouvé, les élèves, c'est fini, il y a des apprenants. Les parents d'élèves, c'est les géniteurs d'apprenants. Et donc, ils ont trouvé cette idée formidable, en effet. On peut pas dire... Avant, on convoquait les parents, on disait, votre gamin, c'est un cancre. Bon, très bien. Alors, on s'est dit, c'est un peu dur quand même, alors on va... Et on a dit après, il est en échec scolaire. Les parents n'étaient pas contents. Maintenant, il est en situation de réussite différée.
C'est extraordinaire. Vous et moi, Philippe, on fait la cour à une dame, on se plante. Vous allez me dire, bon, ben, on s'est planté. Lénard dirait, on s'est pas planté dans la dame, mais on ne s'est pas planté avec la dame, on s'est planté. Oui. Et Lénard dirait, je suis avec cette dame en situation de réussite différée. Ce qui est tout à fait prodigieux. Comme oui, mais ça laisse un espoir. Oui, non, aucun, justement. Il y a le déficit d'intelligence, pour dire que le gars est un vrai con. Oui, il y a le déficit d'intelligence, tu as raison. Oui. Alors, à propos du foot et du rugby, dont vous voulez toujours nous parler, vous nous parleriez davantage si j'étais pas là. Comment un homme intelligent et cultivé comme vous peut-il se passionner pour les trajectoires d'enveloppes remplies d'air? Parce que c'est ça, dans le fond. Oui, bien sûr, j'aime ça, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis comme vous, je suis un saltimbanque, et donc j'adore tout ce qui est le spectacle. Et je peux vous jurer, Philippe, qu'un grand match de rugby, qu'un grand match de football, c'est du spectacle. C'est un spectacle extraordinaire. Un départ de Formule 1, c'est un grand spectacle. Donc c'est pour ça que j'aime ça. Je l'aime en tant que spectacle. On va vous pas pour savoir si, forcément, si Bordeaux va battre Le Mans, j'ai rien à en foutre. Mais de savoir que c'est du spectacle et que je me régale à le regarder. Est-ce que la France n'aurait pas besoin de se retrouver des ennemis? Oh si. Ah ben oui, ben ça c'est le gros problème. On a une armée formidable actuellement, des Charles Leclerc superbes. Formidable, mais dont la Cour des comptes a dit qu'elle était sous-utilisée. Elle est sous-utilisée, on n'a pas d'ennemis. On a essayé avec les Anglais, ils n'ont pas envie, puis de toute façon ça ne servira à rien. Comme vous le disiez tout à l'heure, comme ils sont en Normandie, les guerres démarrent en France, vous avez remarqué toujours le 1er août. Si le 1er août vous faites un barrage à Montélimar, vous arrêtez la moitié de l'armée allemande, hein, donc il n'y a déjà plus de guerre possible. Et puis, alors Chirac avait essayé avec les Australiens, ça c'était pas mal, mais c'est loin l'Australie. Alors quand on fait une guerre, si tous les frais doivent passer dans le voyage, puis c'est grand, c'est très difficile. Alors on est là, on n'a pas d'ennemis. Et alors, on apprend à nos militaires à l'école de Saint-Cyr comment encercler l'ennemi, mais encercler qui? On n'a personne à encercler. Dans quelques banlieues, peut-être? Oui, mais c'est pas pour ça. Je veux dire, c'est pour ça qu'on envoie les militaires français dans des opérations humanitaires. Et ils sont quand même en Afghanistan. Oui, d'accord, mais c'est pas pour transporter des comprimés qu'ils ont choisi de faire Saint-Cyr. Hein. Et tu veux dire que Ségolène Royal n'a pas d'ennemis? On peut pas faire la révolution, plutôt faire la guerre civile? C'est plutôt ça. La guerre civile a un avantage, c'est qu'on sait de toute façon le vainqueur est national. Et puis de la guerre civile, il n'y a pas besoin d'uniforme. Voilà. Et puis en plus, la guerre civile se passe rarement à la campagne. Oui, ça c'est vrai. Ça nous évite d'aller chez les bouseux. Hein. Connaissez-vous le mode d'emploi des Français? En tout cas, l'invité d'honneur des grosses têtes de Philippe Bouvard, Jean Amadou, vous en donne les grandes lignes jusqu'à 18h sur RTL. Première citation envoyée par Madame Garche, qui a dit « Soyez gentils avec vos enfants, car c'est eux qui choisiront votre hospice. » Coluche. Coluche. Oui. Bonne réponse de Laurence Boccolini. Lolo. Et la deuxième citation, envoyée par Madame Fongarnant, qui a dit « J'aime une bonne grosse qui donne des baisers comme si elle collait des timbres. » Jules Renard. Jules Renard. Ah bah oui. Bonne réponse de Péroni. Est-ce que vous souhaitez vraiment, parmi les initiatives répertoriées dans ce livre, qu'on ne puisse plus construire une église à moins de 80 mètres d'un bistrot? C'est une loi. C'est une loi française. Oui, mais vous l'avez retournée. Alors oui, je l'ai retournée parce qu'en effet, c'est pas très logique. Il faut ou détruire le bistrot, ou détruire l'église. Bon, l'église est quand même plus noble que le bistrot, certes. Mais attends. Mais je t'accorde que le bistrot est antérieur à l'église. Il y avait déjà les bistrots. Puis attendez, quand on a soif, il y a juste ce petit réceptacle avec l'eau. Non, l'église est d'autant plus injuste qu'à l'église, il n'y a que le curton qui boit. Oui. Les autres, ils font Tintin. Oui, ça c'est vrai. Alors, oui. Alors il y a un les village. autres, ils ont de l'eau. Il y a un village, en effet, qui a résolu ce problème. Donc, le maire a décidé de mettre des fils, un serpentin, comme ça, un labyrinthe de 80 mètres, ce qui fait que les gars qui rentrent dans le bistrot, ils font ce serpentin, ils vont au bistrot, ça les handicape un peu quand ils rentrent, ça les aide quand ils sortent, des fois. Donc vous voudriez que là où il y a un bistrot, on ne puisse pas construire une église à moins de 80 mètres. Voilà, c'est ça le problème, bien sûr. Mais on construit
assez peu d'églises actuellement, je veux dire, faut bien. Parce que Bernadette Soubirous, elle tenait un bistrot quand la Vierge lui est apparue, non? Non, elle en sortait parce qu'elle a vu des trucs. Elle devait pas boire que de l'Isara, ma mère. Ah oui, moi je suis de ton avis. Est-ce que vous enviez les Suisses de n'avoir dans leur village aucun monument aux morts? Oui, je trouve ça formidable. Je trouve que les Suisses sont un peuple extraordinaire parce que c'est vrai, ils n'ont pas de monument aux morts. Je crois que la dernière fois où on a réussi à les faire se battre, c'est au moment à Marignan. C'est François Ier qui les a fait se battre. Ils ont été complètement dégoûtés. Et là, ça leur a fait passer le goût de la guerre. Là, de toute façon, il ne pleut plus jamais, à part, bien sûr, les mercenaires suisses qui étaient ceux de Louis XVI. Il n'y a pas un monument aux morts en Suisse. Non, il n'y en a pas. Et c'est un pays extraordinaire pour ça. C'est un peuple curieux. Hein. Les avions décollent sur les autoroutes. Vous savez, ça, dans le Valais, il y a les abris des avions de chasse suisses avec accès à l'autoroute. Et s'il y a une guerre, éventuellement... La montagne s'ouvre. La montagne s'ouvre et l'avion part sur l'autoroute. C'est extraordinaire. S'il n'y avait pas la présélection, la Suisse serait un paradis. Alors, naturellement, ce livre fourmille de rappels historiques, comme vous êtes cultivé. Mais est-ce qu'il était vraiment souhaitable de rappeler que Pétain et De Gaulle ont été compagnons de bureau avant de se condamner mutuellement à mort? Oui, parce que je pense que c'est une scène de théâtre absolument extraordinaire, comme l'histoire seule, qui est une scénariste prodigieuse, arrive à en offrir. C'est vrai, 1911, le colonel Pétain est à Arras, et il est en fin de carrière, il le sait de toute façon, il sait que Messimy, le ministre de la Guerre, a barré son nom pour passer général, il a acheté sa maison à Villeneuve-Loubet, et il va cultiver ses mimosas, il sait qu'il est en fin de carrière, il est tranquille, et il voit rentrer dans son bureau un jeune sous-lieutenant qui vient se présenter, qui a choisi ce régiment, qui s'appelle Charles de Gaulle, et vous avez là, face à face, deux hommes qui vont l'un et l'autre gouverner la France, l'un et l'autre se condamner à mort mutuellement. Et qui partageront le même bureau. Et qui partageront bien entendu le même bureau de la rue Saint-Dominique. Donc je trouve que c'est une scène étonnante. Étonnante. Est-ce que vous avez vu, Jean Amadou, de vos yeux vus, des comédiens uriner sur scène? Non, je ne les ai pas vus, mais j'ai lu le compte-rendu de la... Il y a eu des critiques qui sont parues, donc je ne vois pas tous les spectacles. Et il y a eu en effet ce spectacle, je crois que c'était au Théâtre de la Ville. Hein. Oui, c'est ça. Et c'est des spectacles sans entracte. Avec l'entracte, ils avaient le temps d'aller pisser, maintenant ils ne peuvent plus. Donc là, c'est les comédiens qui... Non, c'est les comédiens qui se pissaient dessus, je me souviens de ça. Oui, mais justement. Mais il paraît que le texte coulait bien. Hein. Mais à Avignon aussi, ils ont fait ça. Enfin, il y a différents endroits. J'ai une amie, une grande comédienne que je ne citerai pas depuis très longtemps, et qui m'a raconté un accident sur scène pendant une pièce avec deux acteurs très connus. C'est une pièce à deux. Et il devait boire du champagne. Et alors, il rentre sur scène. Et évidemment, le régisseur n'en met pas du champagne, mais leur mettait une espèce de cidre peu alcoolisé pour que ça fasse champagne. Et apparemment, le cidre avait eu un coup de chaud ou quelque chose comme ça. Et 5 minutes après, ils sont pris de gargouillis terribles chacun, et ils sont tous les deux sur scène. C'est-à-dire qu'on peut pas que c'était vraiment un duo, ils ne sortaient jamais de scène. Et il y en a un qui faisait des yeux épouvantables, la dame faisait des yeux épouvantables, et donc elle continuait son texte, sentant la gastro-entérée, continuait son texte dans les coulisses, avec un pompier qui avait un seau. Et elle continuait son texte assise sur le seau. Elle re-rentrait sur scène pendant que l'autre continuait son texte et sortait de l'autre côté avec un autre pompier avec un seau. Et ça a duré toute la pièce. Alors s'ils avaient eu un trottoir roulant... Mais c'est vrai, avec des asticots. C'est terrible. Ça aurait été beaucoup mieux. C'est terrible. Toute la pièce comme ça, dans les coulisses. Mais l'autre jour, nous avait raconté qu'il y avait une comédienne qui avait été prise d'une crise de fou rire parce que le président Coty ne l'avait pas reconnu. Et avait confondu plus exactement le chef de la troupe avec un homme politique. Et que elle, quand elle riait, elle faisait pipi. Maria Cazares. Et qu'il y avait une rigole qui était venue mourir au pied du chef de l'État. Nous retrouvons Philippe Bouvard et ses sociétaires, Laurence Boccolini, Macha Merrill, Jean-Jacques Perroni, Pierre Bellemare, Jacques Maillot, et puis l'invité d'honneur, Jean Amadou, pour son livre Les Français, mode d'emploi, chez Robert Laffont. Première citation envoyée par Madame Garche, qui a dit « Soyez gentils avec vos enfants, car c'est eux qui choisiront votre hospice. » Coluche. Coluche. Oui. Bonne réponse de Laurence Boccolini. Lolo. Et la deuxième citation, envoyée par Madame Fongarnant, qui a dit « J'aime une bonne grosse
qui donne des baisers comme si elle collait des timbres? Jules Renard. Jules Renard. Ah bah oui. Bonne réponse de Véronique. Est-ce que vous souhaitez vraiment, parmi les initiatives répertoriées dans ce livre, qu'on ne puisse plus construire une église à moins de 80 mètres d'un bistrot? C'est une loi. C'est une loi française. Oui, mais vous l'avez retournée. Alors oui, je l'ai retournée parce qu'en effet, c'est pas très logique. Il faut ou détruire le bistrot, ou détruire l'église. Bon, l'église est quand même plus noble que le bistrot, certes. Mais attends. Mais je t'accorde que le bistrot est antérieur à l'église. Il y avait déjà des bistrots. Puis attendez, quand on a soif, il y a juste ce petit réceptacle avec l'eau. Non, l'église est d'autant plus injuste qu'à l'église, il n'y a que le curton qui boit. Oui. Les autres, ils font un teint. Oui, ça c'est vrai. Alors, oui. Alors il y a un les village. autres, ils ont de l'eau. Ils ont de l'eau. Il y a un village, en effet, qui a résolu ce problème. Donc, le maire a décidé de mettre des fils, un serpentin, comme ça, un labyrinthe de 80 mètres, ce qui fait que les gars qui rentrent dans le bistrot, ils font ce serpentin, ils vont au bistrot, ça les handicape un peu quand ils rentrent, ça les aide quand ils sortent, des fois. Donc vous voudriez que là où il y a un bistrot, on puisse pas construire une église à moins de 80 mètres. Ben voilà, c'est ça le problème, bien sûr. Mais on construit assez peu d'églises actuellement, je veux dire. Parce que Bernadette Soubirous, elle tenait un bistrot quand la Vierge lui est apparue, non? Non, elle en sortait parce qu'elle a vu des trucs. Elle devait pas boire que de l'Isara, ma mère. Ah oui, moi je suis de ton avis. Première citation envoyée par Madame les Suisses de n'avoir dans leur village aucun monument aux morts. Oui, je trouve ça formidable. Je trouve que les Suisses sont un peuple extraordinaire parce que c'est vrai, ils n'ont pas de monument aux morts. Je crois que la dernière fois où on a réussi à les faire se battre, c'est au moment à Marignan. C'est François Ier qui les a fait se battre. Alors, ils ont été complètement dégoûtés. Et là, ça leur a fait passer le goût de la guerre. Là, de toute façon, il ne pleut plus jamais, à part, bien sûr, les mercenaires suisses qui étaient ceux de Louis XVI. Il n'y a pas un monument aux morts en Suisse. Non, il n'y en a pas. Alors, votre chauvinisme, il faut quand même appeler les choses par leur nom, vous pousse à des complexes de supériorité. Vous dites, nous faisons l'amour, les autres se reproduisent, nous mangeons, les autres se nourrissent. Oui, mais c'est le sentiment des Français. Et ça a été pendant très longtemps ce sentiment des Français qui considéraient que les étrangers, il fallait qu'on leur apprenne tout pratiquement. La mode. La mode, de la mode. Pendant très longtemps, la mode est partie de Paris. Maintenant, c'est plus tout à fait le cas. Elle part plutôt d'Italie, mesdames. L'Italie, les États-Unis, l'Angleterre. Grand designer Alexander McQueen, c'est un type hollandais. On s'habituer petit à petit, peut-être, à ce que nous ne soyons plus les rois de l'univers. Mais quand on dit on, est-ce que la France est la même? Est-ce qu'aujourd'hui, quel est le portrait robot du français? Je vais te le faire, le portrait robot. Alors, le portrait robot, moi j'en ai un de portrait robot, c'est pas celui du français, de tous les Français. C'est le portrait du cadre français et il avait été tracé ici par Jean-Yann. Le cadre français, il a des responsabilités, il a mal dormi, il a pensé à son travail. Pourquoi voulez-vous qu'il arrive à 8h comme les pecnos? Il arrive vers 10h30 et il se prépare pour le déjeuner. Déjeuner d'affaires, c'est là que les choses se créent, bravo. Bravo au cadre français. Et que les marchés s'organisent et que la France peut briller à l'étranger. C'est grâce au déjeuner des cadres, qu'est-ce que vous croyez? C'est pas dans une cantine pouilleuse que les affaires vont se faire. Vous croyez que le type de la BNP, il va racheter la Société Générale dans un snack ou au McDonald's? Voilà, après quand il a bien bouffé, parce qu'il rentre au bureau, il dort un peu. Et puis après, il peut avoir des contacts, il convoque ses collaborateurs, ils font un petit pot. Donc ça se termine un peu tard, ces trucs-là, c'est normal. Le discours. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il dit bonjour monsieur le directeur. Oui. Quand le directeur arrive, il lui dit pas alors du compte, t'as passé une bonne... Vous voyez? Rigolo comme tout le cadre français. Le cadre français, il arrive, il dit c'est un mec qui est dans les cabinets. Alors, le cadre français, il a des boules puantes dans son tiroir et tout. C'est vraiment bien. Qui mouille. Bonjour monsieur le directeur. Hop, un petit giclé. Ça amuse dans les bureaux. C'est très rigolo. Le cadre français, on a raison d'être fiers de nos cadres. Oui, parce qu'à l'intérieur du pays, il y a, comme dans d'autres, des castes. On a pratiquement les mêmes, on a copié, enfin pas copié, on a les mêmes castes que la plupart des pays de la communauté européenne qui nous entourent.
mais on a des particularités aussi dans les castes, s'il faut bien le reconnaître. On a des choses que les autres n'ont pas. Moi, je n'oublierai jamais un déjeuner entre Schröder et Chirac. C'était un grand déjeuner gastronomique à Périgueux. Et le chef de cabinet de Schröder était à côté de moi. Et il regardait sa montre tout le temps. Il disait, mais vous faites que manger, les Français. Et parce que Schröder ne faisait que des déjeuners de 20 minutes. Jamais 1 minute de plus. Et il trouvait que c'était du temps perdu, que c'était extravagant, qu'on passe tellement de temps à table. Donc ça, c'est vrai quand même que nos mœurs ne sont pas tout à fait les mêmes. Les voyagistes le savent, quand ils font des voyages organisés dans les pays étrangers. Ils savent que quand ils ont des Belges, des Allemands, des Anglais, des Italiens, le déjeuner à midi est très court. Ils savent que pour les Français, de toute façon, il faut s'arrêter 1h30. Oui. Parce que sinon, ils sont pas heureux. Enfin, les déjeuners officiels, notamment à l'Élysée, sont calibrés à moins d'1 heure, hein, maintenant. Ah oui. Ah, avec Sarko. Oui. Mais c'est pour ça qu'il est petit, il mange pas assez. Il mange pas. Je dis pas ça pour vous, Fifi. Est-ce qu'il n'est pas réducteur et décourageant d'écrire que nous avions davantage de talent hier qu'aujourd'hui? Je crois. Je pense qu'on a... Dans quel domaine? Dans beaucoup de domaines. Ne serait-ce que dans le domaine, par exemple, de la littérature. Si vous prenez il y a 19e siècle, c'est extraordinaire. En même temps, vous avez Georges Sand, vous avez Dumas, vous avez Hugo, vous avez Balzac, vous avez Théophile Gautier. Ils écrivent tous en même temps. Aujourd'hui, on a Bernard-Henri Lévy, c'est pas rien, non? Et on a Marc Lévy aussi. Et Mazarine Pinjot. Alors, qu'est-ce que vous en faites de... C'est un peu la Georges Sand. Et Philippe Delerme. Qu'est-ce que vous en faites donc de Philippe Delerme? Il y a Philippe Solers aussi, bien sûr. Ah oui, ça. Mais bon. Il y a Loana. Non, mais c'est parce que c'est le modèle français qui n'est plus le meilleur dans le monde. Maintenant, nous copions d'autres systèmes qui sont le marketing, l'économie, et on n'est pas très bon là-dedans, ça c'est vrai. Alors là où on est très bon, c'est dans un numéro auquel nos gouvernements se consacrent maintenant, c'est le fameux numéro du ministère coupé en deux. Ah oui, ça marche très bien. Puis c'est une belle idée de Sarkozy, je trouve, et c'est une idée intelligente. Parce qu'en effet, il a coupé en deux le ministère. Il y a un ministère que Mme Christine Lagarde, elle est ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. Et M. Xavier Bertrand est ministre, lui, de la solidarité et du travail. Et c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République que l'emploi et le travail ne dépendent pas du même ministère. Pour bien montrer aux Français que c'est pas du tout la même chose. Et qu'en France, un Français qui arrive et qui cherche un emploi, c'est pas obligatoirement quelqu'un qui cherche du travail. Vous voyez. Prochain enregistrement des grosses têtes demain matin, 10h. Les invités d'honneur, Michel Gazal et Philippe Lelouch. N'oubliez pas de réserver vos places sur le 3210 321 0. Alors, il y a plein d'exemples dans le livre de Jean Amadou de nos impasses, de nos contradictions, de notre optimisme invétéré et souvent injustifié. Il y a une très très belle histoire, comme vous dites, avant d'en raconter une, généralement, c'est celle de la bière de la Meuse. Ah oui, ça c'est aussi très français, c'est-à-dire de changer le nom pour ne pas avoir à changer le produit. Et je l'ai vécu cette histoire-là parce que j'ai un peu travaillé à cette histoire aussi avec lui. C'était la bière qui s'appelait la Meuse, la fameuse. D'ailleurs, la devise était fameuse, la Meuse. Bon, ça devenait un peu ringardos. Et il y a eu un coup de génie d'un publicitaire qui est aujourd'hui le maire d'une grande ville, député maire d'une grande ville. Et il a transformé cette bière, la Meuse, en la Canterbro. Et il a inventé toute la légende de Maître Canter. Maître Canter n'existe pas. Pas du tout. Et c'est toujours la même bière. C'est toujours la Meuse. Elle n'a pas changé. Mais Maître Canter, Canterbro, la taverne, le Moyen-Âge, et d'un seul coup, c'est parti. Et c'est complètement ça le génie que nous avons. Plutôt que de changer le produit, on change l'étiquette. Vous prenez un parti politique, il s'appelle la SFIO. Il commence à plus pouvoir, vraiment, on sent bien qu'il fait 5%. Il y a un mec qui arrive, qui a du talent, qui a du génie même, il le prend, il en fait le Parti Socialiste, et ça devient un parti conquérant. Donc c'est ça, c'est là où on est très très fort. Fifi est déçu pour Maître Canter, parce qu'il a écrit plusieurs fois Maître Canter. Non mais vous connaissez, des petits tonneaux. Connaissez ma devise, ni Dieu ni maître, sauf Maître Canter. Alors la question de Madame Toulousian, qu'est-ce que les sexologues appellent le paradoxisme? C'est une déviation, ça. Enfin, c'est quelque chose qui ne répond pas à l'idée qu'on peut se faire de la normalité dans ce domaine. C'est quand la dame rentre et elle voit le gars en train de se pignoler dans la couarine.
C'est aller jusqu'à l'extrême D'abord, sans évitez de orgasme. faire le geste puisqu'il n'y a pas d'aquarium. Est-ce que C'est pousser à l'extrême sans orgasme. Aller très loin vers. est-ce que Non. c'est avoir une vie hétérosexuelle alors qu'on Non, est pas du tout. Il s'agit d'une observation qui est celle d'un sexologue, mais aussi celle d'un ethnologue et d'un sociologue. Hein. Ah, alors c'est donc l'abstinence totale de certains peuples. Non, et ça va plutôt dans le sens d'une activité sexuelle intense. Bah, c'est comme les singes. Il n'y a pas de saison du rut. Non, non. C'est l'érection permanente. C'est pas l'histoire de la Chine où on a été obligé de planifier. Non. Bah, c'est avoir des rapports mais ne pas procréer. Non, très souvent. Oui, mais bon, Bah c'est un oui. sacré paradoxe parce qu'au Heureusement. départ, la race, elle est faite. Vous vous rendez compte si chaque fois qu'on fait des galipettes, Au départ, c'est ça. Hein, on est fait pour ça. Hein. Oui, mais on n'est plus au départ. Bah oui, on est d'accord. On n'est pas à l'arrivée non plus. Non plus. Oh, ça dépend. Oh non. Bon, Justement, alors. reparlons du temps. Paradoxisme. Je vous pose la question. Est-ce que c'est avec un homme et une femme? Oui, oui, pourquoi pas, mais enfin tout. Pourquoi pas Le paradoxisme. Si vous êtes vieux jeu, pourquoi pas. Oui. hein. C'est dos à dos, le paradoxisme. Alors il ne s'agit pas de la position. C'est-à-dire qu'on peut se faire aussi bien une laide qu'une jolie. Non. Est-ce que c'est Alors des je pose la préférences? question plus C'est- simplement oui, parce que je vois maintenant à qui C'est j'ai une partie affaire. croisée, Ça quoi. va. Chez qui observe-t-on cette activité sexuelle intense nommée paradoxisme? Chez les singes. Non, c'est Non, des non, humains. Des De humains. toute façon, c'est des humains. C'est des humains. Alors c'est un peuple spécial, c'est une pas dans- culture spéciale. Alors, ça n'a pas de rapport avec la classe ou le métier. Avec l'âge, La religion. Avec l'âge. après la ménopause, Alors- après l'andropause, après. Alors, d'une Dans les façon- maisons de retraite. D'une façon, Alors, quand dans on. les maisons de retraite. Voilà. hein, Oui, c'est Vas-y, Lucienne, mets-toi sur le déambulateur, je vais te mettre une Non. petite levrette. C'est le désir sans copulation. Non, Mais non. Le déambulateur C'est le dé- sexuel. C'est la très, très rare. copulation Mais sans non, désir. mais non, c'est le désir, c'est les gens qui ont 80 ans, etc., qui éprouvent encore du désir. Qui ne Exactement. peuvent pas se reproduire. C'est toutes les études qui ont été faites sur la sexualité dans les maisons de retraite. Mais ça concerne également la sexualité. Au début de la Au vie, début, le bébé. Enfin, le bébé, Oh, ça y est, avant la puberté. Des enfants, Parce que, oui. bon, le bébé, Donc bon. c'est les pulsions sexuelles avant la Voilà, formation. avant l'âge et après Et après l'âge. Oui, oui, Voilà. voilà, c'est ça. C'est ça, oui, C'est voilà. très beau. Un gamin de 14 ans avec une vieille de Encore une 82. question. 16h, 18h, Les grosses têtes. RTL. Quand Jean Amadou se penche sur nos mœurs politiciennes, il se préoccupe également du langage des politiques et notamment des injures dont il ne faut pas croire que nous sommes aujourd'hui les seuls bénéficiaires. Car au début du XXe siècle, on s'injuriait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ils se sont dit des choses absolument horribles. Entre Clémenceau, Briand, c'était des moments tout à fait surprenants. Clémenceau disait en parlant de Briand, même quand j'aurai un pied dans la tombe, j'aurai l'autre dans le derrière de ce voyou, ce qui était quand même intéressant. Il disait, en parlant de... Alors, Poincaré était le cousin d'Henri Poincaré, le grand mathématicien, donc tout le monde l'appelait le cousin de l'intelligence, c'est agréable, je veux dire, c'était plaisant. Charles Maurras, qui a munissé publiquement Léon Blum de le trucider avec un couteau de cuisine. Ça, c'est bien. Oui, non, c'était tout à fait extrait. Édouard Herriot qui disait, bien sûr, en parlant de Le Troquer, qui avait eu une main et amputée à cause de la guerre de 14, c'est le seul manchot que je connaisse qui touche des deux mains. Non, c'était plaisant. Alors après, il y a eu Maurice Thorez qui a bien sûr traité Léon Blum d'assassin de Clichy. Falière qui s'est fait traiter de bœuf tout juste bon amené à l'abattoir, Jules Mock qui se faisait traiter de faisan, Guy Mollet de limace, Paul Reynaud de rat, Mitterrand qui s'est fait quand même traiter de madone des aéroports par Poniatowski. Et puis il a eu des méchancetés. Je veux dire, quand on demandait à Mitterrand qui vous voyez comme successeur, et qu'il répondait, je vais vous dire dans l'ordre, Balladur, Chirac, Jospin, mon chien, Rocard, c'était pas gentil non plus, je veux dire. Hein, c'était pas très aimable. Finalement, le climat s'est adouci. Oui, c'est adouci, je sais pas. Aujourd'hui, on se traite... on arrive à se traiter de salope, je veux dire, c'est pas forcément mieux. Je trouve que ça a quand même baissé dans la qualité, parce que quand le ministre s'exprime comme un charretier, je crois que ça grandit pas le charretier, mais ça abaisse le ministre quand même. Ensuite, il y a la signalisation routière, qui est un bel exemple de technocratie sémantique. Hein. Moi, ça m'amuse toujours de voir sur les routes, comme nous l'avons vu tous, les panneaux triangulaires trou en formation. Ça m'étonne. Et les arbres, tu as vu, arbres. Non, parce que le trou en formation, c'est extraordinaire. On faut pourrait faire croire de panneaux. Ça oui. coûte cher de faire un panneau. Ça coûterait peut-être moins cher de boucher le trou. Je sais pas. Je veux dire, c'est une réflexion que je fais.
Comme les titres des journaux m'amusent toujours. Quand l'A380 a volé pour la première fois à Toulouse, c'était un samedi, je crois, le journal du dimanche est paru qu'un titre énorme. Il a volé. Pour un avion qui nous a coûté le pognon qu'il a coûté, c'est quand même pas un titre, je veux dire. Qu'un avion se mette à voler, c'est pas un scoop, non, quand même. S'il n'avait pas volé, il n'a pas volé, là c'était un scoop, mais non. Question de Madame Legrand qui est pour vous. Pourquoi Clémenceau couchait-il tout habillé? Il avait un problème de peau, peut-être, je crois, non? C'est au cas où il c'est au cas où il mourrait pendant la nuit. Oui, pour pas qu'on le voit tout nu. Exactement. Bonne réponse de Perroni. Ben, c'est Perroni qui a répondu sur Clémenceau. Question de Madame Cassagne. Quel usage courant chez les présidents de la République, usage créé par Jules Grévy, a-t-il été supprimé par Valéry Giscard d'Estaing? Quand on sert à table, non? Non. Non, c'était l'élégance. Quand on appelait les titres à l'entrée de l'Élysée. Le muguet? Non. Les fleurs, le bal annuel? C'est l'habit? Non. Non, d'être servi à table. C'est quelque chose qui touchait beaucoup certains Français. Et le parrain, être le parrain oui, de tous les orphelins, oui. Des familles nombreuses. Des familles nombreuses. D'une famille de 15 enfants. On envoyait le sous-préfet qui représentait le chef de l'État. Bonne réponse de Laurence Boccolini. C'est pas ce qu'on appelle le prix Cognac? Non, ça c'est autre chose. C'était les prix Cognac G, quoi, c'était ça. C'est le droit de cuissage? Non, c'est pas ça, non. Ah non, je posais la question pour savoir. Tiens, encore une question sur Clémenceau de Madame Cauchois. Pour quelle raison Georges Clémenceau, élu à l'Académie française en novembre 1918, ne siégea jamais sous la coupole? Parce qu'il avait refusé d'être candidat. Oui, mais ils l'ont élu malgré lui. On l'a élu. Il aurait pu venir. Mais il avait gardé une dent contre quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui l'aimait pas dans le... Oui, qui? Il y avait Foch peut-être, non? Foch. Alors, c'était à l'occasion de la réception du maréchal Foch sous la coupole. Donc c'était pas... Il s'entendait pas avec Foch du tout, hein, mais... Celui qui avait accueilli Foch n'avait pas été gentil pour lui, Clémenceau. C'est un militaire aussi? Non, un politique qui avait été élu également à l'Académie. Et bon, pour des raisons de rivalité, il ne s'était pas montré tendre envers le Tigre. C'est pas Léon Daudet? Non, il n'a jamais été de l'Académie. Il était chez les Goncourt. Oui, c'est ça. Un autre académicien. Il a été un homme politique qui était président du Conseil? Oui, président de la République. Président de la République? C'est Poincaré. C'est Poincaré. Et ben voilà. Ah, à ce point-là, quand même. Et oui. Alors il a dit, non, je ne viendrai pas tant qu'il sera là. Et il est mort le premier. Oui. Bonne réponse de Jean Amadou. Pour retrouver les références citées lors de l'émission, il vous suffit de vous connecter sur notre site internet rtl.fr à la page Grosses Têtes. Il y a beaucoup de vérités sur les Français, notamment en matière de notre infirmité linguistique. On est, quand on est un peuple, quelqu'un qui parle 3 langues, c'est un trilingue, celui qui parle bilingue, il en parle 2, et celui qui parle une seule langue, c'est un français. Donc c'est ça, on le sait bien. Je confirme, je confirme. Tout à fait. Oui. Vous aussi. Vous aussi? Oui, bien sûr, j'ai un anglais de survie qui me permet, quand je suis aux États-Unis ou en Angleterre, qu'on ne m'apporte pas un marteau quand je commande un café, mais ça ne va pas au-delà, quoi. Je ne peux pas suivre une conversation. Eh bien, voilà quelques mois, ici même, Éric Legérias avait donné lecture de quelques vérités également incontestables sur les Français. Un Français qui va pisser, il se lave les mains avant ou après? Pendant, voilà. Je suis français. Comment fait un Français pour se suicider? Il se tire une balle à 15 cm au-dessus de la tête, en plein dans son complexe de supériorité. Pourquoi les Français ont-ils le dos qui pue? À force de péter plus haut que leur derrière. Pourquoi en France dit-on aller aux toilettes alors qu'en Belgique on dit aller à la toilette? Parce qu'en France il faut en faire plusieurs avant d'en trouver une propre. Quelle est la différence entre Nelson Mandela et un membre du gouvernement français? Nelson Mandela a été en prison avant d'être élu. Oui. Pourquoi les Français ont-ils vraiment des raisons d'être fiers d'être champions du monde? Parce que c'est bien la première fois qu'ils arrivent à baiser des Brésiliens ailleurs qu'au Bois de Boulogne. Le dernier, oui, un peu vulgaire, mais pas mal. Un peu, oui. Vulgaire. On est habitué maintenant. C'est qu'on sait plus faire
oh, mais ne vous faites savez... pas votre mijaurée. Non, mais vous savez que c'est ça qui me fait rire. Et si ça me faisait pas rire, vous seriez pas là. C'est du patriotisme, c'est du bon patriotisme. Vous avez raison, Philippe. Qu'est-ce qu'une montre à savonnette, demande Monsieur Grolet. Une montre à savonnette. C'est une montre qui glisse, qui bien lisse, qui est du côté du gousset. Non. Une montre à gousset. Alors, effectivement, c'est une montre qu'on mettait dans le gousset. Oui, c'est une montre à gousset qui s'ouvre des deux côtés. Oui, alors, pas toujours des deux côtés, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier que n'ont pas nos montres aujourd'hui? Elle a un couvercle. Elle se ferme. Elle a un couvercle. Et on appuie sur un petit bitonio et le couvercle. Ah bah c'est comme ma femme, on appuie sur le bouton et ça s'ouvre. Oui, ça s'ouvre. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est très joli d'ailleurs. C'est très joli, on n'en voit plus beaucoup. Si, on les voit dans les collections. J'ai celle de mon grand-père. Très rare. Et vous avez raison, il y a des montres gousset qui s'ouvrent des deux côtés. Et souvent, dans l'autre côté, il y a une petite mèche de cheveux de la personne aimée. Comme dirait Péroni, il y a aussi des femmes qui souffrent des deux... Enfin, ça non, ça va. Écoutez, toujours avec vos ouvreuses, vous, ça va. Soit du renfort, alors. Et puis, il y a naturellement au centre du réquisitoire, car souvent c'en est un, de Jean Amadou, la race Oni qui porte tous les chapeaux, celle des énarques. Hein. Oui, non, je pense que la vie française, on ne parle pas seulement de la vie politique, la vie française a changé le jour où Michel Debré a créé l'école nationale. Parce que sur les polytechniciens qui tenaient le haut du pavé avant, il n'y avait rien à dire. C'était pas seulement les polytechniciens, ce qui a tenu pratiquement, on peut dire, toute la Troisième République, c'était la rue d'Ulm. C'est-à-dire, c'était l'école normale sup. Où se croisaient Herriot, Jaurès, Péguy, c'est-à-dire ils étaient à la fois dans la classe et sur les toits, parce que c'était la tradition. Et c'était une tradition extraordinaire. Léon Blum. Alors aujourd'hui, vous donnez l'exemple de l'énarque qui se penche sur les problèmes du beurre. Ah ben ça, c'est une histoire vraie. Il s'est passé, il y a pas mal de lustres de ça. En effet, un jour, on s'est aperçu qu'il y avait trop de beurre en France. On ne savait plus quoi foutre des stocks de beurre. Alors, il y a eu un politique qui a dit si on oblige... Il y avait beurre d'intervention, ça s'appelait. Alors, on en a salé, on en a exporté un peu, on n'arrivait pas. Il y a eu quelqu'un qui a eu l'idée peut-être d'obliger les vieillards à en manger, mais on s'est dit ça va coûter très cher sur le plan électoral, donc ils ont refusé. Et ils ont créé une commission pour essayer de voir comment on pourrait diminuer le nombre de beurre. Les énarques se sont réunis, c'était assez beau d'ailleurs à voir, tous ces crânes chauves sur un tapis vert, c'est quelque chose d'assez grand. Et il y en a un qui a dit, il faut quand même savoir d'où vient le beurre. Alors il y en a un qui a dit de la crème, parce qu'il avait un cousin qui était agriculteur, donc il avait quand même su ça. De la crème, d'où vient la crème? Du lait, d'où vient le lait de la vache? Donc, si on abat les vaches, on va diminuer le beurre. Ce qu'ils ont fait, ils ont donné une prime d'abattage aux paysans pour diminuer le beurre. Et le président de la commission a été nommé ministre de l'Agriculture. Et puis, quelques années ont passé, puis on s'est aperçu qu'il n'y avait plus de veaux. Les veaux manquaient. Alors, le ministre de l'Agriculture a convoqué les paysans en disant « Qu'est-ce que c'est cette histoire de veaux? Vous faites de la spéculation ?» Il dit « Non, il n'y a plus de veaux. Il y a moins de veaux parce qu'il n'y a plus de vaches. » Il dit « Je vois pas le rapport. » Il dit « Si, c'est les veaux qui font les vaches. » Oh, alors, si on tient au courant de rien, évidemment... Allez, partageons ensemble des moments très drôles jusqu'à 18h sur RTL avec l'invité d'honneur des grosses têtes de Philippe Bouvard, Jean Amadou, qui se moque bien, si bien d'ailleurs de ses compatriotes dans son livre « Les Français, mode d'emploi » chez Robert Laffont. Il m'est arrivé une aventure personnelle, pardonnez-moi de l'évoquer. J'ai reçu hier matin un livre sur lequel il y a marqué... D'abord, politique fiction. Bon, ça m'a un peu rassuré, mais en dessous, j'ai pas compris. Il y a marqué élu avec un point d'exclamation. Et au-dessous, il y a mon propre nom, Philippe Bouvard s'empare de Paris. Et il y a un livre qui fait, je n'exagère pas, une centaine de pages qui me décrit avec mes habitudes et soi-disant cette campagne qui m'aurait mené à l'hôtel de ville de Paris. Tenez-vous bien. Hein. Alors, j'ai pu, en remontant la filière, isoler le responsable de cette plaisanterie d'un mauvais goût. Allô, monsieur Paré? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, écoutez, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? D'abord, vous m'avez envoyé un livre dont je sais qu'il ne sera tiré qu'à un seul exemplaire. Ça limite ma faute.
Ensuite, il s'agit d'une entreprise purement commerciale. Hein. Absolument. Non, mais il s'agit que de gagner de l'argent. Vous imaginez bien qu'il ne peut pas s'agir de littérature quand quelqu'un écrit un bouquin. Il faut être sérieux quand même. Voilà. Et alors, vous avez aussi un joli brin de plume, hein. C'est gentil, ça c'est bien de l'honneur, mon bon maître. Non, mais c'est vrai que c'est bien écrit, ça veut rien dire, mais c'est bien écrit. Alors, tout le monde peut avoir ce livre dont vous m'avez fait donc gracieusement, et je vous en remercie. Il suffit de vous envoyer un chèque et puis des détails. Voilà, il faut remplir un petit questionnaire. L'idée de base, c'est qu'on écrit d'abord un vrai bouquin. Bon, on essaye de ne pas être trop mauvais, de le faire un peu drôle. Et puis ensuite, il y a un questionnaire et il y a tout un système informatique qui va prendre les réponses au questionnaire. Et pour qui va personnaliser l'ouvrage. Voilà, qui va fabriquer un bouquin pour vous tout seul. Par exemple, il y a une petite scène érotique. Alors, je ne sais pas si elle était dans votre... Alors non, justement, vous, dans le prospectus de votre société, vous promettez une scène torride, et moi, j'en ai pas. Vous l'avez sous-estimé, Philippe Bouvard. Parce que vous n'avez pas répondu au questionnaire, Philippe. Non, elle est très courte. Mais elle vous donnait le choix d'être hétérosexuel ou homosexuel, par exemple. C'est très interactif. Qu'est-ce que t'aurais choisi, Fifi? Je sais pas, moi. Peut-être qu'au début du bouquin, j'aurais été d'une certaine tendance, et à la fin, j'aurais viré ma cutie. Je sais pas, puisqu'on est dans la littérature. Tout est permis. Non, alors attendez, combien ça coûte? Ça coûte dans les 33 €, je crois, dit mon éditeur. C'est-à-dire que vous avez un canevas général et en fonction des réponses qu'on vous donne, vous adaptez sur les 100 pages, il y en a combien qui vont changer? On dit un petit dixième, je crois, un dixième. Entre 10 et 15%. Et alors, vous arrivez à payer le travail de l'écrivain, enfin, je mets ce mot entre guillemets. C'est moi l'écrivain, c'est l'éditeur qui arrive à me payer, il est formidable. Hein. Oui, mais attendez, si on paye que 30 €, il y a aussi l'imprimerie. Oui, c'est tiré un exemplaire à chaque fois, ou à 2 exemplaires, ou à 3 exemplaires. On peut avoir à 2 exemplaires si on a une grande famille. Oui, mais et en plus, le prix est dégressif, je crois. Hein. Oui, mais enfin, moi, si vous voulez, je suis pas très content parce que vous n'avez pas sollicité le remplissage de la petite fiche indispensable avant la rédaction du bouquin. Vous me donnez des yeux marrons, vous me faites fréquenter des gens dont, par hygiène bucco-dentaire, je ne prononce jamais le nom. Il n'est pas content, hein? J'étais pas content. Non, en plus, qu'est-ce que j'irais faire à la mairie de Paris, hein? J'aimerais bien. Moi, j'aimerais bien vous voir là-bas. Parfaite. Inauguration de... Il y a déjà une touche d'humour, ce qui serait pas un mal. C'est pas ce qu'on demande aux maires. Mais si, mais vous, je vous vois très bien inaugurer une petite station de Vélib avec les chars tricolores. On vous mettrait dans le panier de devant. Hop, hop, hop. Oui. Procéder au mariage d'amis. À qui ça fait plaisir? À celui à qui vous l'envoyez ou je comprends pas? En principe, si vous voulez, c'est un proche de la victime qui remplit le questionnaire et qui donc le remplit. Attendez, on peut se venger de quelqu'un, par exemple. C'est un jeu. On peut se venger. En fait, c'est une nouvelle variété d'édition à compte d'auteur. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu ça. Ça ouvre des horizons à tous ceux qui aimeraient bien avoir dans leur bibliothèque un livre. Alors non, merci Monsieur Barret. Au revoir. C'est quand même très curieux quand vous recevez ça le matin au courrier, ça vous fait un drôle. Vous n'avez pas cherché à savoir qui a écrit le questionnaire en question. C'est ça qui est intéressant. Non, il n'y a pas eu. Tapez votre nom sur Internet, il y aura une quantité de choses qui... Oui, alors il y a des choses qu'on pouvait piquer à droite et à gauche. Plutôt à droite qu'à gauche d'ailleurs. Mais là, c'est le procédé qui est. Oui, c'est ça. Ce que je ne comprends pas, c'est les 30 €. Là, il y a quelque chose qui nous... Il y a un truc étonnant. Les gars n'ont pas de mémoire. Vous dites, par exemple, vous envoyez le formulaire dont parlait le monsieur. Vous dites, alors, mon ami s'appelle Karol Wojtyla, par exemple. Alors, il va faire tout un truc sur Karol Wojtyla. Il ne sait même pas que c'était Jean-Paul II. Et on peut rigoler avec ça. Question de Monsieur Robert d'Ajaccio. Qui... Si, mais il y a une jubilation intérieure. Elle est très intérieure, mais tu nous as passionnés. Ça a été quelque chose de passionnant. On écoute. Ça veut dire qu'on va y penser longtemps et qu'on rigolera longtemps. J'espère bien. Moi, je le raconterai ce soir. Très bien. On a pari parce que je voulais pas que vous puissiez penser qu'on se moquait de vous. Non. Bon, allez, posez votre question. Qui, le premier, eut l'idée d'appeler les Allemands les Schleux? Pierre Dac? Oui, Pierre Dac, exactement. Bonne réponse de Jean Amadou.
C'est Jean Amadou, l'invité des grosses têtes de Philippe Bouvard, jusqu'à 18h sur RTL. Les belles expressions, vous avez relevé aussi les apprenants. Les apprenants, oui, ça c'est formidable. Les apprenants, les géniteurs d'apprenants. Qui sont les parents d'élèves. Les parents d'élèves. Il y a 3 sortes d'apprenants. L'apprenant actif, celui qui vient, qui travaille. L'apprenant passif, c'est celui qui ne fout rien. Et l'apprenant fictif, c'est celui qui vient jamais. Qui vient jamais. Il y a des élèves qui viennent jamais. On a des apprenants fictifs avec... Voilà, il est apprenant. Apprenant fictif, non. On n'a pas tout, on n'a pas que ça à faire d'aller être apprenant. Il ne faut pas déconner non plus. On a assez de choses à faire à chauffer. Par contre, on n'est pas des brûleurs de bagnoles fictifs. Bah non. On fait chauffer la Twingo. Que veut dire il apporte une contribution aquatique à son espace végétalisé? C'est une expression que j'ai inventée pour montrer le style des énarques. Pépé apporte une contribution aquatique à son espace végétalisé. Il arrose son jardin, voilà, c'est ça. C'est ça comme au restaurant, le coup de filet de Terre-Neuve nappé aux délices d'arachide, c'est des sardines à l'huile. C'est ça les énarques. Et puis à se mettre dans la tête qui transforme tout. Il y a une histoire extraordinaire dont on a peine à croire qu'elle s'est vraiment déroulée. Le chêne qu'on a fusillé. Oui. Il y avait à côté de Vichy, dans une forêt à côté de Vichy, Troncé, un très beau chêne, magnifique chêne, très beau. Et évidemment, sous le régime de Vichy, à un moment donné, il y a un mec qui a eu l'idée de l'appeler le chêne Pétain, parce qu'il était aussi beau que le maréchal, aussi grand, etc. Ils l'ont inauguré qu'en tant que chêne Pétain. Et à la Libération, il y a 12 FFI qui sont partis avec le fusil, ils ont fusillé le chêne Pétain. Je trouve qu'un pays où on fusille les arbres, c'est un pays qui ne peut pas être inintéressant. On est un pays formidable sur ce plan-là. Ça a vraiment eu lieu. Ah oui, ils ont fusillé le chêne Pétain à la Libération en 1944. Et en faisant quoi? En lui tirant des balles dedans? En lui tirant des balles dedans. Un peloton d'exécution a tiré. Il a eu suffisamment de balles pour le faire mourir. Ah bah oui. Non, il n'est pas mort. Ah non, il a fait son boulot de chêne depuis, il a ses bourgeons au printemps, ses feuilles mortes en automne. Mais il était comme vous, il avait le trou de balle près du gland. Oui. J'aurais tout subi dans cette émission. Et Dieu sait qu'on a eu des glands cette année. Vous pouvez pas dire ça. C'est pour ça qu'on dit toujours que le chêne rouvre. Vous n'avez pas été y voir. Monsieur Dutour, bonjour. Vous êtes drôlement leste aujourd'hui. Oh là là. C'est quelque chose. Il a le feu quelque part. Hein. Question de Monsieur Romain. Qu'appelait-on naguère, il y a bien longtemps, la bigamie spirituelle? L'amitié amoureuse, non? Non. C'est être réformiste, être Non. à la fois protestant et catholique. Il s'agit de 2 personnes. Il s'agissait de quelque chose de religieux, effectivement. Quand une religieuse se tapait un mec parce qu'elle devait se taper. Si, parce qu'elle était mariée à Jésus, mais elle le faisait cocu avec un gars du coin. C'est faire la messe en latin et en français? C'est quelqu'un qui avait été marié, qui était devenu religieux. Non, c'est religieux. C'est une foi double. Et cette bigamie spirituelle qui était pratiquée au bénéfice de quelques personnes faisait beaucoup de jalousie. C'était des religieux qui étaient à la fois religieux et non, fonctionnaires alors, effectivement, ils étaient religieux. Religieux et séculiers. Non, non. Non, mais... Religieux, ils avaient un métier, ils pouvaient... Alors, mais invisible. Ils avaient un privilège... Ils pouvaient se marier. Non. Qu'à l'époque, on appelait la bigamie spirituelle. Il tenait un bordel? Non, qu'est-ce qu'il pouvait tenir? D'habiter dans la même maison qu'une personne d'un sexe différent. Peut-être Il y a un commerce, j'en sais rien. Religieux et militaire, non? Ah, monsieur Deux Dutour, églises. Deux églises. Comment? Il prêchait dans 2 églises. Alors, on se rapproche, mais non, alors, c'est pas 2 églises, c'est pas 2 paroisses. 2 diocèses. Non, c'est pas 2 diocèses. 2 villages, de... Il était à la mairie et à l'église en même temps, il était maire et... Non, c'était un abbé. Un religieux, un abbé. Oui. Parfois, il avait droit au titre de prieur. Il n'était pas dans 2 églises. 2 paroisses, 2 machins. Il était dans 2 pays. Dans 2 femmes. 2 couvents. Non. Ça remonte à quand? C'est Ça remonte géographique. à l'Ancien Régime. C'est géographique, forcément. Non. Non. Oui et non. Il avait une abbaye et en même temps il était laïque. Non,
Eh bien, Monsieur Romain de Nice a bien mérité des grosses têtes et à la fois vos applaudissements et le mandat de 300 € qui va lui parvenir, car la bigamie spirituelle, c'était le fait pour un abbé d'être à la tête de 2 abbayes. Ben, il l'a dit. C'est ce qu'on a dit. On a dit 2 églises. Pas du tout, il fallait dire abbaye. Abbaye. 2 abbayes. Or, c'était ce qu'on appelait des bénéfices religieux. Et donc, il touchait 2 fois. Il touchait 2 fois. Ouais, c'est et ça. même, on pouvait avoir plusieurs abbayes. Bon, une question de rattrapage de M. Brémond de Dijon, qui commença ainsi son discours de réception à l'Académie. Pour louer celui que je remplace, il faudrait que je le lise, or la vie est trop courte. Qui était celui qu'on n'avait pas voulu lire? Parce que, bon, c'est vrai que... Je crois que c'est le seul à qui est arrivé cette mésaventure, c'est André Mauroy. Et qui remplaçait-il? Non, c'est celui qui a commencé son discours. Non, c'est pas ça. Non. En fait, c'était un critique qui n'était pas spécialement rigolo. Et la lecture de ses œuvres complètes était au-dessus du courage de celui qui lui succédait. De toute façon, il lit pas les œuvres complètes, vous vous rendez compte un peu. Pas Sainte-Beuve? Non, Sainte-Beuve n'a jamais été de l'Académie. Non, mais Qui ça? vous me l'apprenez. Sainte-Beuve. Boileau? Hein? Je savais pas que Sainte-Beuve. Je Non. pensais qu'il avait été Alors, c'est un Custine. salaud, il avait fait cocu Victor Hugo. raison. Ça l'a pas empêché d'entrer à l'Académie. Ah bah oui. Alors, t'as tort. Un critique, alors, un critique. Alors, c'est Custine. Non, c'est... Alors, c'est au début de ce discours, et là je vais vous aider beaucoup, ce discours n'a jamais été prononcé. Ah, il est mort avant. Puisque... c'est Clémenceau. C'est Clémenceau. Bonne réponse de Jean Dutour. Et qui c'est ça. Clémenceau remplaçait-il sous la coupole? Je sais qu'il ne voulait pas y être pour ne pas rencontrer Poincaré. Oui, nous l'avons dit, là, il y a quelques instants, merci de le confirmer. Mais en fait, à qui succédait-il qui n'a pas voulu lire? Alors, qui ça peut être? Oh, je suppose que vous n'avez pas lu davantage ses œuvres, c'était Émile Faguet. Oui, c'est même pas... J'en ai lu quand j'étais à l'école. C'est vrai? Alors contraint et forcé. Oui, voilà, quand on est sous la menace. C'était pas si mal. Qu'est-ce qu'il a écrit? Merci, monsieur Dutour, à demain. À demain non plus. Et notez bien le rendez-vous des grosses têtes demain, l'enregistrement à 10h ici RTL, 22 rue Bayard, Paris 8e. Les invités d'honneur seront Michel Gazal pour son livre Nous deux c'est fini, chez Seuil, et puis Philippe Lelouch pour la pièce Le jeu de la vérité 2 au Théâtre des Mathurins à Paris. Puis surtout, un seul numéro de téléphone pour réserver, c'est le 3210 3210. Dépêchez-vous. Le français au volant, c'est encore un autre personnage. Hein? Personnage tout à fait. C'est plein de poésie, le français au volant. Parce que, regardez, sur les autoroutes, lui, il roule déjà un tout petit peu au-dessus de la vitesse autorisée. Donc, et quelqu'un le double. Donc, il a un raisonnement tout à fait logique. Le mec qui le double, c'est un fou furieux. Donc, il suffit d'accélérer un petit peu quand on vous double et de regarder le conducteur en se tapotant le front comme ça avec l'index, ce qui, à 150 à l'heure, est un exercice que seul un Français peut réussir. C'est vraiment de la haute voltige, hein, croyez-moi. Mais en revanche, on a un truc qui est formidable, c'est que on s'avertit par des appels de phare de la présence ou d'un radar ou de gendarmes ou d'une... Enfin, les radars sont là maintenant pour changer ça, ses mœurs. Oui, mais ça c'est formidable parce que c'est la seule fois où le Français se conduit... Preuve de solidarité. Preuve de solidarité et non pas chacun pour soi et Dieu pour moi. Ouais. Alors, l'Américain, finalement, il est plutôt francophile. Hein. Oui, il est francophile. Il faut dire qu'il a une petite amie qui est française. Vous l'emmenez dans des bons restaurants français. Tout à fait, il est francophile, il nous aime beaucoup, il cultive, il est franco-canadien, donc il cultive notre langue parfaitement bien, il la maîtrise totalement bien. Et sa jeune amie est une Patricia, elle s'appelle, est une femme de gauche qui nous apporte aussi d'un complément de rivalité et de dialogue. Question de Madame Bresson. Dans les années 50, qui s'inscrivit au Tour de France automobile sous le pseudonyme de Louis Carladès? Clémenceau. Non. Il avait un titre que Clémenceau a brigué sans jamais l'avoir obtenu. Il était chef d'État. Le prince régnier de Monaco. Le prince régnier de Monaco. Bonne réponse de Péroni. Quand je vois cette culture, ça donne envie de boire. Et quand je vois... Allez-y, c'est ma tournée. Comme quoi, hein? Qu'appelle-t-on, demande Madame Royer, qu'appelle-t-on au rugby le coup de chapeau? Le coup du chapeau, c'est 3... Non, c'est tout pas au rugby, c'est au football. Tout football. Ah, oui, le hat-trick, c'est de marquer 3 buts pendant la partie. Oui, bonne réponse de Jean Amadou.
Et une bonne réponse qui est précédée de la rectification d'une mauvaise question. Comment, demande Monsieur Toulousian, comment était baptisé le bateau qui ramenait les forçats de Cayenne à la fin de leur peine et qui a laissé une trace dans l'argot militaire? La quille. La quille. Oh, bravo. Bonne réponse de Laurence Boccolini. Laurence, alors là, hein, vous êtes le maillon fort. Comment tu savais ça? C'est incroyable. La quille. Eh oui. Et les militaires aujourd'hui. La quille, bon Dieu, oui. bien sûr. Il y a l'histoire avant, quand l'armée n'était pas professionnelle. Question de Monsieur Voland d'Amiens. Qui eut l'idée de faire arriver le Tour de France sur les Champs-Élysées? Mourouzi. Mourouzi. Bonne réponse de Péroni. Mais il arrête pas. Pourquoi vous riez, Laurent? Mais ça me fait rire. Ça, c'est drôle, ça, oui. C'était tellement Yves. Bah oui. Ah bah oui, quand il expulse, hein. On va y aller. C'est magnifique. Question de Monsieur oublié Moreau. Qu'est-ce qui fut dissous par Pétain le 13 août 1940? Bah, L'Assemblée nationale. La Chambre des députés. Le Sénat. Non. Non. La République a été dissoute d'ailleurs. Non, là, il a pris cette décision qu'on lui a d'ailleurs reproché ensuite. La loi sur le divorce. Sur le. Non. Le Conseil constitutionnel. Non. C'est quoi? C'est une assemblée ou c'est Alors, c'est une espèce d'assemblée qui n'avait pas de caractère officiel, mais qui avait mauvaise presse à l'époque. Les francs-maçons. Les francs-maçons, oui. Bonne réponse de Péroni. Oh, je sais pas ce que j'ai une soif. Oh là là. Il est dans un Mais tu carbures à quoi en ce moment? Avant de retrouver RTL Soir à 18h avec Vincent Parisot, retour dans le grand studio avec Philippe Bouvard et ses invités Laurence Boccolini, Macha Merrill, Jean-Jacques Perroni, Pierre Bellemare, Jacques Maillot et l'invité d'honneur, Jean Amadou. La honte de l'invité d'honneur. C'est une histoire de fesses, hein? Oui, c'est une histoire. Ça aurait pu être une histoire. J'avais 25-26 ans. Je commençais à gagner un peu d'argent dans ce métier et j'ai fait la rencontre d'une jeune femme, une jeune fille, même très très belle. Bon, et on est tombé un petit peu amoureux, mais j'ai été très 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 bien et très honnête. Je l'ai invitée 2 fois de suite à dîner à Paris. Je l'ai raccompagnée chez elle. Je me suis conduit comme un gentleman. Et la 3e fois, je lui ai dit, écoute, si tu veux, je t'invite à dîner. Et je t'invite à dîner à Monaco. Donc j'ai pris 2 billets d'avion. On est allé à Nice, taxi jusqu'à Monaco, l'hôtel Lofts. On est descendu au Lofts. Parlez doucement, je fais l'addition de tout ce que vous avez dépensé. On est monté dans la chambre, il s'est rien passé. C'était soir, on est allé dîner dans Monaco et nous sommes revenus au Monte-Carlo. On est revenus, il était minuit et donc, comme vous le savez, Philippe, l'ascenseur qui monte dans les chambres du lot est juste en face de l'entrée de la salle de jeu. Donc je lui dis qu'on va faire un petit tour, on va regarder. On a joué un peu à la roulette et je suis allé à la table de craps. Et là, j'ai commencé à jouer au craps. Il était derrière moi et j'ai joué au craps. Évidemment, au bout d'un moment, j'ai commencé à perdre, je me suis énervé, etc. Et puis, à un moment donné, j'ai entendu une petite voix qui m'a fait, elle me dit déjà un peu blême, elle m'a tiré par la manche, je me dis, tu pourrais pas me donner la clé de la chambre? Il est 3h30, j'ai sommeil, je vais me coucher. Je l'avais complètement oublié. Complètement? Je l'avais complètement oublié. J'ai joué pendant 3 heures en oubliant complètement qu'elle était là. Elle est allée se coucher, je suis monté à 5h du matin, elle dormait dans la chambre. Le lendemain, ça a été dur quand même. Oui. Il a fallu ramer un peu pour essayer de rétablir la situation. Oui. Enfin, ce qui explique encore aujourd'hui, elle soit jeune fille. Tu ne serais pas resté, toi? Oh non, ça, un mec qui me fait ça, je peux mais attendez, être une... Je vide le mini-bar, je lui mets tout sur la note et je me casse. Attendez, être une femme de joueur, c'est un calvaire. Hein. Ah oui, non, mais... Dernière citation envoyée par mademoiselle Fritz de Cornimont, qui a dit « Si je mets toutes mes médailles, c'est pire que Bokassa ». Oh, c'est un sportif. C'est pas un militaire. C'est un militaire. Bijard. Oui, c'est le général Bijard. Bonne réponse de Jacques Maillot. Et c'est maintenant l'histoire du jour qui va être racontée par Pierre Bellemare. Elle a été envoyée par Monsieur Duro de Stenbeck et c'est une histoire de haute volée. Propre, hein? Oh oui. Ça, on peut dire franchement que c'est une histoire de très haute volée. Je précise tout de suite que je n'ai pas de maison en Corse, il est donc inutile d'en chercher. Merci. C'est un avocat du continent qui vient passer ses vacances d'été dans la villa d'un de ses confrères corses. Le Corse lui dit, avec un sourire en coin, « Tu te rappelles de cette vieille bâtisse que j'avais achetée du côté de Propriano ?»
Bah, il y a eu le feu là-bas le mois dernier, heureusement. J'avais une bonne assurance. L'avocat du continent lui répond alors en souriant. Ah bah c'est comme moi. Tu te souviens que j'avais acheté une fermette près de Perpignan? Hein, t'as vu les inondations à la télé? La rivière qui passait à côté est sortie de son lit et la fermette, chouette, disparue dans les flots. Mais moi aussi, j'avais pris une bonne assurance. Oh la vache, s'étonne le Corse. Mais comment tu fais pour déclencher une inondation? Elle est très bonne. Voilà, je remercie Jean Amadou d'être venu avec l'assurance de le retrouver bientôt à sa place habituelle. Mais il est venu pour la bonne cause, qui est celle de la France et des Français, et d'un bouquin qui est un des plus réussis de la saison et qui s'intitule « Les Français, mode d'emploi ». Merci, bravo, à demain.